Bonjour à tous. Notre invité d'aujourd'hui est Christian Ingrao. Christian Ingrao est un chercheur chargé de recherche au CNRS. Il est rattaché à l'Institut d'histoire du temps présent, qui est un des gros instituts d'histoire du monde contemporain du CNRS, institut qu'il a dirigé de 2007 à 2013. Christian Ingrao est une des principales figures actuelles du renouveau de l'étude du nazisme. Alors qu'ont longtemps dominé les approches que l'on pourrait dire idéologiques du nazisme, enfin plutôt idéologiques, le nazisme comme idéologie, c'est-à-dire le nazisme comme doctrine, le nazisme comme théorie, approches qui sont d'ailleurs toujours vivantes. Il y a même dans ce domaine un renouveau à partir du travail des juristes. De nombreux juristes font actuellement un travail très intéressant sur le nazisme et le droit. Je pense notamment aux travaux de Jouan-Jean. Mais Christian Ingrao fait partie de la génération qui a bénéficié de l'ouverture des archives soviétiques qui comprenaient de nombreuses saisies qui avaient été faites à Berlin et qui ont donc permis un renouveau documentaire considérable. Renouveau documentaire qui a aussi été lié au fait que dans les pays, ex-pays d'Europe de l'Est, après la chute du mur de Berlin, là aussi, de nombreuses archives sont devenues accessibles. Et ces archives ont permis de comprendre le nazisme, non plus simplement justement comme doctrine, mais de comprendre le nazisme comme pratique, et notamment comme une pratique liée à l'utopie de mettre en place ce fameux Reich millénaire dont Hitler et bien d'autres parlaient à l'époque. Et le travail de Christian Ingrao a consisté à approcher en quelque sorte ces acteurs de cette utopie nazie. Il l'a fait notamment dans ses deux livres les plus récents que je citerai, celui paru en 2011, qui est déjà en livre de poche, qui était traduit dans de nombreuses langues, qui s'appelle « Croire et détruire les intellectuels dans la machine de guerre ». Cet ouvrage de type prosopographique part de tout un ensemble de jeunes qui étaient des jeunes diplômés, de personnes qui avaient fait des études, et analyse le parcours de ces personnes, leur entrée, pourrait-on dire, dans le monde du meurtre de masse et la placidité, la tranquillité avec laquelle, progressivement, ces personnes deviennent des acteurs de l'extermination, en même temps qu'ils se pensent les acteurs de réalisation d'une utopie. Dans son dernier ouvrage qui est paru il y a quelques mois, La promesse de l'Est, espérance nazie et génocide, il a repris cette question à partir d'un point d'observation particulier, celui des archives disponibles dans la ville de Zamość, c'est une ville du sud-est de la Pologne, et c'est un de ces endroits dans lesquels, justement, les nazis essayaient de commencer à échafauder des plans pour qu'après que le monde nordique et germanique ait été débarrassé des populations considérées comme étrangères, halogènes, contraires à ce qui faisait l'unité du monde germanique, eh bien, pourrait se mettre en place l'utopie d'un monde réconcilié, d'un monde harmonique. Et donc, avec cet exemple, on voit presque les utopies des cités-jardins voisiner tranquillement avec des pratiques et des très précises d'extermination de populations. Et cette ville, notamment, mérite d'être signalée, puisque si l'utopie avait été poursuivie jusqu'au bout, elle aurait été transformée en une sorte de Himmlerstadt, remplaçant cette localisation avec un nom polonais. Et donc, ce travail est un renouveau de l'étude du nazisme très important, mais c'est en même temps la recompréhension de ce moment nazi tel que le fait Christian Ingrao est aussi une opportunité de réfléchir aux conditions dans lesquelles des violences de masse finissent par être non seulement acceptées par des populations et justifiées par des acteurs, mais être considérées comme des instruments d'action politique et d'émancipation que l'on peut tout à fait accepter.
Donc, au-delà du travail savant qu'il a effectué, sa démarche introduit aussi une réflexion sur les conditions dans lesquelles des utopies meurtrières et des violences de masse finissent dans le monde contemporain que nous voyons aujourd'hui à se répandre et à être acceptées. Et je crois qu'après, à la fin de son exposé, il nous dira justement quelques mots des termes dans lesquels il imagine que ce travail, parti de la matrice de compréhension de ces actions nazies, peut s'élargir pour servir d'élément de contribution, dirons-nous, à une reconceptualisation de ces phénomènes d'utopie meurtrière et de meurtre de masse aujourd'hui. Donc, je lui cède la parole tout de suite, sans plus tarder. Vous appuyez sur le bouton. Je vous remercie. Donc, je voudrais remercier chaleureusement Pierre Rosanvallon pour cette invitation dans son séminaire et pour la grande ouverture et plasticité thématique dont il a fait preuve. C'est que, initialement, la demande qu'il m'adressa tenait à un exposé sur le présent de mes travaux, sur les questions d'utopie, de politique de germanisation, de représentation de l'avenir nazi. Et il me faut reconnaître d'emblée que si j'ai tenté de respecter cette première intention, j'ai rapidement été conduit à sortir de ce premier cadre, à adopter une perspective plus large qui, embrassant les questions d'émotion politique et les problématiques de violence de guerre, s'est finalement élargie à toute l'Europe et s'étend sur les XXe et XXIe siècles. Le remercier donc infiniment de sa patience et de sa souplesse. C'est par le récit de vie d'un homme que je voudrais illustrer les raisons en fait, de cette extension thématique. Je voudrais vous parler d'Hermann Behrens, grandi à Wilhelmshaven, le grand port de la marine de guerre allemande, issu d'une famille de petite classe moyenne. Il est né en 1907. Il se distingue, adolescent, par un activisme ethno-nationaliste affirmé, puis, jeune adulte, par un militantisme nazi précoce, marqué par sa rencontre amicale et sportive avec Reinhard Heydrich, futur chef de la Gestapo et du SD et architecte de la solution finale homicide. Behrens devient l'un des hommes liges d'Himmler dans la SS. Il incarne l'un de ces intellectuels d'action au parcours académique et universitaire impeccable, marqué au sceau d'une implacable radicalité idéologique qu'il investit dans ce que les SS du Sicherheitsdienst, le service de sécurité, appellent la Gegnerforschung, c'est-à-dire une sorte de recherche scientifique sur les opposants, en traquant soigneusement les francs-maçons allemands. Sa carrière est fulgurante. Il est colonel SS à 27 ans, général à 33 ans, à l'âge où, dans nos armées, on est capitaine. Il change de carrière en 1937, épousant la cause de la révision des traités de la Grande Guerre et travaillant auprès des minorités allemandes d'Europe centrale, ces Volksdeutsche, pour qu'elles deviennent des acteurs de la politique révisionniste. Diplomatie culturelle, action clandestine, activisme politique, nazification des élites, tel est le travail de Behrens, infatigable militant, haut fonctionnaire, menant en parallèle des expertises sur les Balkans et présidant le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Berlin en escrime, tout en tenant absolument à continuer une formation d'officier d'artillerie dans la Waffen-SS. Tout, dans son parcours, nous dit la croyance nazie. Des rituels néo-païens qu'il adopte au moment du baptême, la Namensweihe de ses enfants, de ses fils notamment, affublés de prénoms nordiques, jusqu'aux multiples dons aux organisations caritatives du parti. En 1937, donc, Hermann Behrens avait intégré l'un des organismes SS de diplomatie activiste clandestine, irrédentiste et révisionniste, la VOMI. 2 années plus tard, les minorités allemandes de Pologne qu'il choyait étaient le prétexte pour lequel Adolf Hitler plongeait l'Europe dans un immense conflit, un conflit qui allait vite se révéler mondial. Quelques semaines plus tard, la victoire nazie consommée en Pologne, Hermann Behrens se trouvait à l'épicentre d'un nouveau tremblement de terre. L'Allemagne venait de conquérir un nouvel espace vital. Les temps étaient venus. Le Tausendjähriges Reich, l'empire millénaire, devait être fondé. L'euphorie de la réalisation de promesses impériales constitua sans doute l'une des émotions politiques les plus intenses que connut l'activisme nazi. Et Hermann Behrens en est l'un des observatoires les plus intéressants. Entre les campagnes militaires dans lesquelles il sert en tant qu'officier d'artillerie, il devient le grand hébergeur de réfugiés Volksdeutsche, celui qui crée les camps de l'espérance et de la germanisation, de l'attente avant la colonisation. Nazisme, espérance impériale, destin nordique, les émotions politiques s'invitent ici dans ce qui est pleinement une histoire de l'Europe. En 1939, en effet, le Troisième Reich discute avec l'Italie, les États baltes, la Roumanie, la Hongrie, la Yougoslavie, l'URSS pour organiser ce rapatriement de Volksdeutsche et envahit la Pologne pour ramener en un long convoi le précieux sang germanique dans l'Empire millénaire. Behrens est alors
l'un des hommes les plus investis dans la réalisation de cette espérance de fondation d'une nouvelle société qui devait durer 1000 ans. Il est l'un des hommes de l'accomplissement de la prophétie hitlérienne. Et bien évidemment, à partir de l'été 1944 et du début de ce cauchemar européen qu'est la bataille finale contre la forteresse nazie, il n'a d'autre choix que d'inverser sa pratique. Se déplaçant dans toute l'Europe à une vitesse inouïe, il tente d'organiser les convois du rapatriement salvateur vers l'Allemagne des minorités allemandes investies dans la colonisation. Roumanie, États baltes, Hongrie, Serbie, ex-Tchécoslovaquie, Russie, Ukraine, Biélorussie le voient organiser des trains et le retour de ces hommes dans la défaite nazie. Soldat de l'espérance, il le devient du sauvetage, puis du désespoir. En mai 1945, 30 millions de personnes auront payé de leur vie la terrifiante espérance nazie en Europe. Politique, émotion et violence se trouvent donc ici, condensées en une vie d'homme, celle d'Hermann Behrens, général SS, officier artilleur, combattant et académique, champion d'escrime et nazi ésotérique. La biographie d'Hermann Behrens nous a projetés dans l'histoire de l'Europe en guerre, entre 1914 et 1945. Cette histoire est tissée d'attentes, d'émotions et de violences, et cette histoire est aussi foncièrement politique. Et en son terme, l'un des fronts pionniers de cette histoire du temps présent consiste peut-être à essayer de saisir ce que fut le transfert d'espérance entre l'été 1944 et le long hiver 1945-46. Comprendre comment les populations européennes martyrisées par des années de radicalité nazie ont pu réinvestir les lendemains, l'avenir, le politique. Mais c'est là une question qu'on peut poser en 2017, une question qu'initialement, au début des années 90 du siècle dernier, au moment où s'élaborent les prolégomènes des recherches que je voudrais vous présenter ici, les historiens, et surtout ceux du nazisme, sont incapables de ne serait-ce que de les formuler. Dans ces années-là, des acteurs comme Behrens sont totalement inconnus, de même que les thématiques qu'ils révèlent. C'est aussi cette histoire et celle de cette découverte que je voudrais vous narrer dans cet exposé. Pour l'historien commençant une enquête sur le nazisme au milieu des années 90 du siècle précédent, décennie qui précède, je vous le rappelle, l'essor des communications électroniques généralisées, Berlin est l'épicentre tout à la fois d'un bouleversement tout à la fois documentaire, conceptuel et existentiel. Documentaire parce que l'effondrement du pacte de Varsovie a eu une conséquence inattendue, l'ouverture de 2 types de centres d'archives. L'un, situé à Moscou, qui donne accès à des archives issues des institutions centrales du Troisième Reich que l'on croyait perdues. Les autres, situés dans tous les centres urbains importants de cet arc occidental de l'ancien empire soviétique, entre Poznań à l'ouest et Moscou à l'est, et de Reval au nord à Odessa au sud, on trouve un océan d'archives, un océan de documentation qui laissait voir le Troisième Reich et les politiques d'occupation sous un jour nouveau, donnant une dimension locale et concrète à ces politiques. En second lieu, et après plus de 35 années d'enquête minutieuse, non pas mystérieuse, la Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen, l'office principal d'administration judiciaire de Ludwigsburg, mettait à disposition des chercheurs les centaines de milliers de dossiers d'enquête sur les crimes nazis dans l'Europe occupée, les millions d'interrogatoires et d'expertises soigneusement conservés par les organes d'enquête allemands. Cet afflux de documentation a marqué la génération d'historiens à laquelle j'appartiens, une génération qui a souhaité s'éloigner des querelles parfois un peu ésotériques qui avaient divisé les 2 générations précédentes, sensationnalistes et fonctionnalistes. En réponse à ces interminables luttes de tranchées, cette génération a opposé une fin de non-recevoir à ses aînés en formulant un néopositivisme redoutable marqué par l'immense technicité de l'administration de la preuve archivistique. Bouleversement conceptuel de plus. Parce que cette attitude-là, cette administration de la preuve si technique, constituait pour un jeune historien français un horizon indépassable. Il semblait impossible, à mes yeux, ne serait-ce que d'égaler l'érudition d'un Christian Gerlach, auteur en 1998 d'une immense thèse sur les politiques nazies d'occupation en Biélorussie, appuyée sur 250 fonds d'archives, au bas mot 5000 cartons d'archives, autant de notes de bas de page pour une thèse de 1235 pages, dont l'ampleur dépassait l'imagination. On ne pouvait faire mieux. Alors il fallait essayer de faire autrement. Et faire autrement dans ces années-là, c'est mettre à profit 2 acquis fondamentaux pour un historien français. L'immense avantage d'avoir été formé dans une université française de province par des spécialistes d'histoire religieuse médiévale et moderne, et d'avoir intégré par ailleurs les grands acquis de l'histoire culturelle et de l'anthropologie historique. C'est cette alliance-là qui conduit à une entrée dans l'énigme d'un nazisme non plus appréhendé comme une idéologie, mais comme un système de croyances dont on pouvait espérer suivre les dynamiques individuelles et collectives d'intériorisation, d'appropriation. C'est par ailleurs joué, au même moment, quelque chose de plus profond encore, et pour tout dire, d'existentiel, touchant l'historiographie du nazisme et du génocide, mais plus généralement peut-être l'ensemble des sciences sociales s'intéressant à la violence.
Lorsqu'à partir de l'été 1991, les images de la guerre en Yougoslavie ont envahi les postes de télévision, ramenant au plan des consciences et des horizons d'attente de l'Europe la perspective d'une guerre sur son propre sol, le choc a été aussi immense que sourd. Jean Guilaine, qui professait alors dans cette maison, avouait de concert avec Jean Zamid dans l'introduction des Sentiers de la guerre que jamais il n'aurait eu l'idée de reprendre ces données archéologiques néolithiques pour partir à la recherche de la violence de guerre s'il n'avait pas été saisi et sidéré par les images de cette guerre âcre et plus hideuse encore que bien d'autres, de cette guerre qui ressurgissait à 2 heures d'avion de Paris. Et de facto, ces images de centres-villes médiévaux bombardés, de bibliothèques incendiées, de réfugiés arves, d'enfants affolés et de femmes aux yeux vides, dont on sut très vite qu'elles avaient fait l'objet de politiques systématiques de viol, ont, je le crois, déclenché un séisme non pas seulement thématique, mais bel et bien existentiel. Un séisme, c'est une secousse, et c'est souterrain. Ça bouleverse parfois de façon invisible, et ça peut révéler des structures inaperçues en les mettant soudain au jour. La violence de guerre, ses pratiques, ses logiques, sont alors entrées dans nos consciences, elle s'est de nouveau imposée comme un objet d'un enjeu absolu. Pour un historien du nazisme, alors débutant comme moi, la culpabilité née entre Vukovar et Srebrenica, des soldats de cette Europe qui est ma patrie et mon avenir, laissant sans lever le petit doigt des soudards séparés des hommes, des femmes et des enfants dont ils avaient le mandat d'assurer la protection, constitue une brûlure inoubliable, transformant le « never again » des nations occidentales en un mantra litanique écœurant, en un étendard d'impuissance. Pour un historien du nazisme débutant, donc, si jamais l'illusion de travailler sur le génocide pour éviter le prochain avait jamais eu une quelconque efficace, celle-ci aurait disparu dans le renoncement européen de l'été 1995. Il nous fallait regarder l'Europe, regarder le siècle, regarder bien en face. C'est sous ces auspices, et à peu près dans ces moments-là, que s'est constituée la grande alliance entre les spécialistes de la Première Guerre mondiale, ceux de la Seconde, quelques historiens de périodes plus anciennes, et un certain nombre de juristes, de sociologues et d'anthropologues, ceux-là spécialistes du conflit en Yougoslavie et de la tragédie rwandaise, qui s'entendirent pour que nous organisions un groupe de recherche sur la violence de guerre au XXe siècle. Nous avons alors commencé à travailler sur les différentes catégories d'acteurs de la guerre, sur l'histoire des corps et des psychismes combattants et civils, sur les savoirs de la mise à mort et ceux de la thérapeutique, sur la médecine et les gestes, sur la guerre en ville, en montagne, en forêt, sur la question des séquences des conflits, leur scène inaugurale, leur acmé, leur sortie, sur les guerres dans les sociétés non étatiques et l'importation du regard des anthropologues. Nous avons alors interrogé l'Algérie, le Vietnam, la Corée, la Yougoslavie, le Rwanda, mais aussi les conflits en Afghanistan, en Irak et en Tchétchénie. C'est dans ce contexte que s'est agencée la première des 3 enquêtes dont je voudrais ici vous livrer les principaux linéaments. J'avais formé le projet d'étudier le nazisme dans son intégrité. Je me suis donc tourné vers l'étude d'un groupe d'hommes que j'ai choisi éduqués, jeunes, tous ou presque docteurs d'université, intégrant des institutions policières de la SS à la pointe la plus absolue du militantisme nazi et se situant à la couture entre discours et pratiques nazies. Ce groupe de 80 jeunes intellectuels SS constituait, à mes yeux, un observatoire idéal de l'énigme nazie. C'est par ce groupe et cette enquête que s'est ouvert à moi ce territoire tourmenté qui, dans le cadre du nazisme, donnait soudain à voir une articulation très singulière du politique, des émotions et de la violence. C'est par ce groupe et cette enquête que s'est lentement élaborée chez moi la stratégie heuristique d'une anthropologie historique et sociale, des émotions et du geste, laquelle a fini par unifier une démarche de recherche qui est encore la mienne aujourd'hui et par ordonner la quête de ces expériences sociales passées, combattantes et civiles, si souvent extrêmes, induites par la domination du nazisme sur l'Europe. Je ne vais pas revenir très longuement sur cette première enquête qui m'a permis de caractériser le nazisme comme un système culturel prenant en charge une angoisse eschatologique née durant la Première Guerre mondiale, perçue comme une guerre visant à l'anéantissement de l'Allemagne en tant qu'État, mais aussi, inexorablement, en tant qu'entité biologique. Déterminisme racial caractérisé par sa très grande cohérence dogmatique, le nazisme faisait ainsi figure de système culturel de désangoissement, donnant du sens à la défaite de 1918 et à l'inexplicable sentiment de chaos des années 1918-1924. Mais le nazisme, tel qu'intériorisé par ses militants, se révéla être aussi une promesse, celle de l'avènement, dans le cadre d'un Lebensraum, espace vital conquis à l'Est, d'un empire millénaire doté d'une société harmonieuse, la Volksgemeinschaft, on pourrait traduire ça par communauté du peuple ou ethno-communauté, on fait comme vous préférez, société de la bienveillance, de l'abondance frugale et de la fraternité. Le nazisme, ainsi, générait de la ferveur, de l'attente et constituait, on l'oublie parfois donc, une promesse dont il fallait faire advenir la réalisation. Il s'agissait là
d'une enquête d'histoire culturelle du nazisme, une enquête qui, partant d'une biographie de groupe de 80 personnes, aboutissait à une sorte d'anthropologie sociale de l'émotion nazie, en ce qu'elle se caractérisait par ce que les sociologues dénomment une démarche compréhensive ou internaliste, prenant les acteurs et leurs dires au sérieux, décrivant au plus près leurs expériences et leurs pratiques autant que leurs discours. Cependant, l'une des caractéristiques fondamentales des membres de ce groupe est constituée par son engagement dans les politiques meurtrières du régime, et c'est en se penchant sur ces politiques que l'enquête nous conduisit à tenter de comprendre quels étaient les ressorts qui faisaient consentir les acteurs à la violence mobilisée pour la circonstance. L'invasion de la Pologne constitue ici la scène de violence inaugurale. L'idée de faire suivre les troupes d'invasion entrant en Pologne par des groupes mobiles d'officiers du SD, de fonctionnaires de la Gestapo, appuyés par des policiers en uniforme, n'était pas une nouveauté. Mais la Pologne entra en résonance particulière en raison de l'état de belligérance. Nés de la guerre, les Einsatzgruppen, groupe d'intervention de Pologne, formation de quelques 2000 personnes commandées précisément par un groupe d'une trentaine de ces jeunes intellectuels et policiers SS, se distinguèrent par un saut déterminant dans l'action meurtrière. Au cours de leurs 6 semaines d'existence, ces groupes fusillèrent près de 12 000 personnes. Et la chance de l'historien est que l'on peut comprendre les logiques qui présidèrent à ce basculement grâce à la conservation des synthèses de leurs rapports journaliers élaborés par le SD à Berlin. Les exécutions y sont soigneusement légitimées et l'on peut isoler par exemple une figure de justification très éclairante. Les groupes signalent la présence de francs-tireurs, véritable obsession des rédacteurs et des cadres des formations. Or, la thématique des francs-tireurs n'était pas neuve, mais appartenait à l'histoire longue des répertoires de légitimation des armées prussiennes et impériales. Les historiens John Horn et Alan Kramer ont montré qu'en 1914, la présence de francs-tireurs largement fantasmés par des troupes éprouvées avait présidé à une vague d'agressions contre les populations civiles en Belgique et en France du Nord envahie. Cet état de fait, qui avait justifié aux yeux des puissances de l'entente la question de la responsabilité allemande dans le déclenchement de la Grande Guerre et celle du caractère criminel de l'invasion, avait connu une très large diffusion ensuite dans l'Allemagne de Weimar lors des explosifs débats sur la question de la responsabilité allemande de la guerre. C'est là, selon toute probabilité, que les jeunes intellectuels du SD avaient intériorisé ces rhétoriques. Et au moment de se trouver en situation de convaincre des SS d'inaugurer une nouvelle séquence d'agression et de se mettre à tuer, c'est le même argumentaire, au mot près, qui ressortait toute armée des mémoires nazies, pétrie d'une culture de guerre passée, radicalisée et biologisée. La guerre en Pologne, ainsi, était pour les jeunes élites nazies, mais aussi pour à peu près tout le Troisième Reich, une guerre mémorielle. Et le premier des enseignements que l'on peut tirer de cet état de fait est qu'on ne peut vraiment comprendre ces hommes, le nazisme et la guerre, qu'en les insérant dans l'histoire longue de la violence du premier XXe siècle et en lui restituant ces univers nésiques et émotionnels. La guerre en Pologne était une guerre de vengeance, de réparation, et ce régime de rapport à la guerre ne cessa pas d'exister une fois cette guerre-là gagnée. C'est la raison pour laquelle, dans cette longue enquête qui nous attend, je voudrais vous convier à tenter en premier lieu de comprendre et d'historiciser, en étudiant le cas nazi, les répertoires de légitimation de la violence, pour ensuite nous pencher sur les pratiques de mise à mort révélées par ces enquêtes. Nous tâcherons, en cheminant, de décrire tout autant les principaux résultats de ces enquêtes que les méthodes, les approches, les univers conceptuels qui ont été mobilisés. Ce qui se dessine là, en termes d'histoire culturelle ou d'anthropologie sociale de l'émotion nazie et des gestuels de violence génocidaire, a certes été éprouvé sur le cas nazi et sur les politiques meurtrières déployées notamment à l'Est entre 1939 et 1945, mais cet univers conceptuel a pleinement vocation à embrasser l'ensemble de l'histoire du continent. Du cas nazi, il s'agit de faire émerger une histoire de la violence européenne des XXe et XXIe siècles. De septembre 1939 à avril 1941, ainsi, l'Allemagne s'engagea dans ce qu'on pourrait appeler des guerres de la revanche. On peut montrer aisément que la campagne contre la France revêtait une charge mnésique considérable pour le belligérant allemand en mentionnant simplement le fait que le seul trésor archivistique que le SD chercha sérieusement était l'exemplaire français du traité de Versailles, lequel disparut d'ailleurs à cette occasion, et le fait que l'armistice fut signé dans le wagon, replacé pour l'occasion dans la clairière de Rotonde. Il s'agissait bien, vous le voyez, de reprendre la guerre à l'exact point où elle s'était arrêtée en novembre 1918. La chose n'est guère moins aisée en Yougoslavie en 1941 que pour le cas précédent. Est-ce vraiment un hasard si l'armée déléguée par le Troisième Reich pour envahir la Yougoslavie par le Nord était exclusivement composée d'Autrichiens et que le premier geste accompli par cette armée, le 6 avril 1941, consista à bombarder Belgrade, exactement comme le 1er août 1914 ? Ces guerres étaient bien des guerres du passé, des guerres de la revanche.
L'invasion de l'URSS, qui s'annonçait dès la fin de l'hiver 1940-1941, n'était cependant pas de même nature. Les hiérarchies l'investissaient de toute autre représentation, traversée de part en part par le déterminisme racial nazi. Le général Heinz Höppner, commandant le 4e corps blindé, celui qui devait opérer la percée vers le nord et vers Leningrad, résumait ainsi, dans une adresse à ses hommes, les enjeux de l'invasion, je le cite. « La guerre contre la Russie est une partie essentielle dans le combat pour l'existence des Einkampf du peuple allemand. C'est le vieux combat des Germains contre les Slaves, la défense de la culture européenne contre l'invasion moscovito-asiatique, la défense contre le bolchevisme judaïque. Ce combat doit avoir pour but l'anéantissement de la Russie actuelle et doit donc être livré avec une dureté inouïe. Chaque situation de combat doit être menée avec une volonté de faire jusqu'à l'anéantissement total et sans pitié de l'ennemi. Il n'y a en particulier pas de pitié pour les actuels tenants du système russo-bolchevique. » Toute l'économie du discours nazi, un discours sur la race dans l'histoire, se retrouvait dans cette expression quasi chimiquement pure de l'idéologie. Le seul problème, c'est qu'Heinz Höppner est un farouche anti-nazi, destitué pour cette raison dès 1943 et pendu après l'attentat du 20 juillet 1944. Preuve, s'il en est, que l'intériorisation du déterminisme racial et de la croyance entre la fusion des ennemis politiques, les bolcheviks, et raciaux, les juifs, transcendait la simple appartenance partisane. Si la campagne contre la Pologne avait représenté la guerre de la revanche, celle contre la Russie était bien la grande guerre raciale, la guerre de la croisade. Les enjeux étaient absolus aux yeux des hiérarchies et l'on enjoignit aux hommes de troupes de se méfier de tout et de chacun. Un document adressé aux soldats quelques jours avant l'invasion permet de s'en rendre compte, je vais vous le citer un peu longuement. Soldats, vous allez combattre un ennemi duquel vous ne pouvez attendre des méthodes de combat dignes d'un adversaire loyal et chevaleresque. Vous devez vous attendre à ce que les morts et les blessés que vous rencontrerez lors de l'avance ne se fassent passer pour tels que dans le but de vous prendre sous leur feu à bout portant ou par derrière. Vous êtes habitués à ce qu'un adversaire qui s'avance vers vous les mains levées ait l'intention de se rendre. Ne traitez quelqu'un comme un prisonnier que lorsque vous êtes sûr qu'il est désarmé. Ne mangez rien de ce que vous trouvez, ne buvez pas l'eau des fontaines qui n'ont pas été examinées. Vous devez vous attendre à ce que tout soit empoisonné. Le pays et sa population sont contaminés par le typhus, le choléra et la peste, des maladies qui, grâce à l'hygiène du peuple allemand, ont disparu depuis longtemps chez nous. Vous êtes vaccinés contre la contamination et n'avez rien à craindre. Préservez-vous malgré tout de tout contact étroit avec la population et ne buvez pas d'eau qui n'ait été au préalable portée à ébullition. Des parachutistes en civil vont tenter de combattre dans notre dos. Ce ne sont pas des soldats mais des francs-tireurs. Ils doivent être liquidés, peu importe qu'il s'agisse de civils ou de militaires. Pays de la cruauté et de la barbarie, l'URSS judéo-bolchevique était dépeinte comme un lieu où les repères classiques d'un soldat en guerre disparaissaient et où il était légitime de ne pas faire de distinction entre morts et vivants, civils et militaires, enfants et femmes et combattants. On voit bien ici ce qu'une étude de l'économie émotionnelle du nazisme apporte à l'analyse. Ce qui apparaît au grand jour, c'est un ressurgissement de l'angoisse à l'occasion de cet événement racialement décisif qu'est l'invasion nazie. Le déterminisme racial jouait donc désormais à plein dans les représentations des jeunes intellectuels qui constituaient l'encadrement des Einsatzgruppen. Ce sont cette fois-ci 3000 fonctionnaires de police, officiers du SD et policiers en uniforme, accompagnés de très jeunes Waffen-SS, qui sont envoyés dans 4 groupes mobiles d'intervention répartis sur l'ensemble du front. Les jeunes intellectuels du SD qui y furent envoyés, tout comme les autres membres subalternes des 4 groupes, n'étaient pas, à de rares exceptions près, des vétérans des groupes de Pologne. Les membres subalternes des groupes avaient été recrutés dans tout le Reich sur des critères quantitatifs, chaque groupe ou bureau régional du SD et de la Gestapo devant muter tel nombre de ses fonctionnaires dans ces unités mobiles, sans qu'aucune forme de volontariat ne fût repérable. Les jeunes officiers qui y sont intégrés le sont par des mécanismes qui allient jeux de réseaux locaux et sélection au niveau central. Comme dans le cas de la Pologne, au plan archivistique, les rapports de synthèse quotidiens ont été conservés, mais c'est là encore une toute autre image, autrement terrifiante, qui émane de cette documentation profuse. Les rapports des Einsatzgruppen étaient ici en harmonie avec l'angoisse ressentie par les nazis en entrant sur le territoire soviétique. L'URSS y était effectivement dépeinte comme le pays de la faim, de la cruauté et du massacre, et comme le pays où s'actualisait le déterminisme racial. Le juif y était le bolchevique, aux yeux des intellectuels SS qui commandaient les commandos. Il partageait cette croyance tout à la fois avec la majeure partie des responsables de la Wehrmacht, mais aussi, inexorablement, avec une partie importante des populations locales, poussées à bout par les politiques d'excision sociale opérées par le pouvoir soviétique depuis au moins 1929.
Combiné à l'émission d'ordre prévoyant l'exécution automatique par les groupes de catégories spécifiques de population, ce mélange de croyances raciales et d'imaginaire panique fit littéralement explosion dans le contexte d'invasion et généra un crescendo de violence. Durant les 6 premières semaines d'existence de ces groupes, durant les 6 premières semaines d'existence, les groupes de l'armée de la Revanche avaient tué 12 000 personnes en Pologne, rappelez-vous. Ceux de l'armée de la croisade raciale en exécutent 50 000 dans le même temps. Et ce n'était là qu'un tragique début. À la mi-août 1941, la nature des groupes changea profondément. L'histoire de ce tournant, qui génère des pratiques clairement génocidaires en URSS, a été bien balisée par l'historiographie allemande. Et l'on sait maintenant qu'entre les 8 et 16 août 1941, tous les groupes, tous les commandos, commencèrent à tuer massivement des enfants juifs. Le passage au meurtre d'enfants s'effectua sans progressivité aucune, et il fut d'emblée massif. Pour des hommes qui, 7 semaines auparavant, n'avaient jamais tué, les basculements s'effectuèrent de façon brusque et irrémédiable, et les jeunes intellectuels du SD accompagnèrent ce tournant de manière décisive. Nous sommes le 16 août 1941 dans la ville de Tigina, en Bessarabie. Bruno Müller commande le Sonderkommando, commando spécial 11B de l'Einsatzgruppe D. C'est un jeune et brillant juriste, titulaire d'un doctorat de droit international qui, jusqu'ici, avait alterné des postes en instances locales et dans les échelons centraux des instances de contrôle et de répression du Troisième Reich, et qui évoluait pour la première fois, depuis 7 semaines, en opération de guerre à la tête d'un groupe. Le jeune officier de 35 ans n'en était certes pas à sa première opération. Il avait stationné en Pologne, à Cracovie. Il y avait ordonné des fusillades. Mais ici, le contexte changeait. Et ce 16 août, il devait annoncer à sa centaine d'hommes assemblés qu'ils allaient désormais devoir tuer des femmes et des enfants. Alors, il se fit amener une jeune femme et son nouveau-né, et devant la troupe assemblée, il sortit son arme d'ordonnance et les abattit l'un après l'autre pour montrer ce que serait ce qu'Himmler appelait désormais appelé l'atroce besogne. Ce basculement opéré, les groupes entraînèrent l'URSS dans une tornade meurtrière qui, à elle seule, coûta la vie à un demi-million d'individus, portant le nombre de victimes juives à 560 000 morts, hommes, femmes et enfants confondus, entre le 22 juin et la fin décembre 1941. On ne sait exactement la teneur des propos de Müller à ces hommes en ce soir du 16 août. On ne le sait pas exactement, mais l'étude systématique des traces des propos tenus par les intellectuels du SD et l'ensemble des cadres de ces groupes pour légitimer les exécutions et notamment les franchissements de seuil peuvent nous permettre de dresser une typologie des rhétoriques à la disposition de Müller en cette soirée décisive. Cette expérience, je l'ai tentée dans cette première enquête publiée sous le titre « De croire à détruire les intellectuels dans la machine de guerre SS ». Elle a permis de dégager 2 figures rhétoriques massives, étroitement liées au corollaire émotionnel de l'intériorisation de la croyance nazie. Un premier axe argumentaire, le plus massif, a consisté pour les cadres des Einsatzgruppen à présenter les tueries, y compris celles des femmes et des enfants, comme une nécessité dictée par la survie de la germanité. Voici comment Karl Kretschmer, officier du Sonderkommando 4A, celui de Babi Yar, qui opère en Ukraine dans les secteurs de l'Est de Kiev, l'exprime dans une lettre à sa femme, une fois le plus gros de la tornade génocidaire passée, à l'automne 1942. Je le cite. « Cette guerre, nous la menons pour l'existence même de notre peuple. Grâce à Dieu, dans notre patrie, tu ne vois pas cela de trop près. Mais les bombardements aériens t'ont montré ce que l'ennemi nous réserve s'il gagne. Ceux du front en font sans arrêt l'expérience. Mes camarades se battent littéralement pour l'existence de notre peuple. Ils font à l'ennemi ce que celui-ci leur ferait. J'espère que tu me comprends. Parce que nous considérons que cette guerre est une guerre juive, les Juifs sont ceux qui en affrontent le premier choc. En Russie, là où il y a un soldat allemand, il n'y a plus de Juifs. Le caractère racial de la guerre totale qui s'agence aux yeux du policier explique qu'il soit limpide à ses yeux qu'exterminer les femmes et les enfants en Ukraine soit la réponse au bombardement en Allemagne. C'est parce que l'adversaire est d'essence raciale et biologique et qu'il mène une guerre raciale et biologique et tue indistinctement femmes et enfants dans une guerre d'extermination en bombardant les villes allemandes qu'il est légitime qu'on les extermine, femmes et enfants compris, devant des fosses en Ukraine pour Karl Kretschmer. Ce qui se dégage ici est un premier axe rhétorique tout droit issu de l'un des 2 grands régimes émotionnels qui articulent la croyance nazie. La conviction proprement apocalyptique qu'un monde d'ennemis est ligué contre l'Allemagne et coordonné par un ennemi racial absolu, croyance anxiogène que le nazisme avait pris en charge et apaisé dans les premières années du pouvoir et qui ressurgit à la faveur de l'opération Barbarossa. C'est bien une rhétorique défensive qui s'élabore et se diffuse, une rhétorique du « c'est eux ou nous », et qui devient l'un des plus puissants moyens
de consentir à l'acte le plus transgressif qui constitue la pointe de la pratique génocide, le meurtre d'enfants, ce meurtre que, précisément, Bruno Müller inaugurait devant sa troupe à Tigina en ce soir du 16 août. Mais il est un second fait qui doit retenir ici notre attention dans la biographie du jeune juriste meurtrier. Avant d'être nommé à la tête du commando 11B, Bruno Müller avait dirigé de mai 1940 à mai 1941 le bureau 3B2 du SD. Or, ce bureau 3B2 était chargé des questions de déplacement de population et de colonisation. Avant de devenir un exterminateur, Bruno Müller avait donc été l'un des plus importants rouages de l'administration germanisatrice. Il était loin d'être le seul dans ce cas au sein des troupes de la guerre d'extermination qui étaient devenues les Einsatzgruppen. Le cas de Martin Zandberger, lui aussi activiste nazi précoce, auteur d'une thèse de doctorat sur la question des assurances sociales sous le Troisième Reich et membre du SD, est ici intéressant. Après avoir dirigé de novembre 1939 à mars 1941 l'unité SS d'installation de Cologne Volksdeutsche en Pologne occupée, Zandberger avait été nommé en mai 1941, lui aussi chef d'un commando, mais cette fois-ci destiné au secteur nord du front à destination des États baltes et de l'Estonie. Et voici ce que l'un de ses anciens subordonnés raconte quand il est question de décrire l'action de Zandberger dans son commando. Je vais le citer un peu longuement. L'ordre de principe selon lesquels tous les juifs, tziganes, etc. devaient être anéantis pour des raisons politiques et en vue de la sécurisation durable des espaces de l'Est m'est connu. Ces ordres, pourtant, n'ont pas été annoncés devant la troupe réunie dans ce but. Je me rappelle que nous fûmes rassemblés au début d'août 1941 aux alentours de Kosti, gare de Yam. C'était à quelques 30 km de Narva. C'est là que le docteur Zandberger nous visita. Il était fêté par toute la Wehrmacht comme le héros du lac Peipu parce qu'il était venu sur une vedette d'assaut par le lac alors que ce dernier était encore contrôlé par les canonnières russes. Ce soir-là, nous fîmes la fête avec de l'alcool. Zandberger, au cours de la soirée, enleva sa veste et au moment où il l'enleva, il devint un simple soldat comme nous. Nous l'entendions ainsi. Nous nous sommes alors dit ce que l'on n'ose pas se dire dans d'autres cas, à savoir la vérité. Je suppose que c'est ce soir-là que Zandberger ou le chef de notre commando, Feder, nous a révélé en petit comité ses ordres et les objectifs de la politique allemande à l'Est. Ces objectifs étaient ainsi vaguement destinés. Nous voulions coloniser les espaces orientaux. C'est pour cela que l'intelligentsia locale devait être exterminée à Ausroden. Mieux valait fusiller un Russe en trop que pas assez. Mieux valait placer un officier estonien qui appartenait pourtant dans une certaine mesure à notre unité à un poste où l'on avait la certitude qu'il allait tomber que ne pas en placer. Ce serait d'autant plus facile de coloniser l'espace et de l'exploiter économiquement. Et le tireur ajoutait par ailleurs. Je veux encore ajouter quelque chose. Le commandant Zandberger était un homme d'une grande intelligence. J'appartenais à sa garde rapprochée durant l'invasion. Nous avons voyagé ensemble en voiture des heures durant. Zandberger nous a expliqué à cette occasion les objectifs politiques du gouvernement du Reich pour les espaces orientaux. Le contenu était toujours le même. Colonisation des espaces orientaux. Repousser les frontières jusqu'à Leningrad où devait être créé un commissariat frontalier sous la responsabilité de la police. Élimination de l'intelligentsia russe. Nous savions que cela impliquait de fusiller ces gens. Je suis tout à fait sûr que chaque membre du groupe présent à Reval devait connaître ce type de conversation et les propos développés par Zandberger. Archétype de l'intellectuel du SD, tout comme Bruno Müller, Martin Zandberger déploya donc des trésors de conviction pour fabriquer le consensus génocidaire parmi sa troupe. Et ce qu'il met au jour sous nos yeux est une deuxième structure argumentaire de légitimation du génocide, articulée au deuxième axe fondamental de l'univers émotionnel structurant la croyance nazie. Système de désangoissement, le nazisme se présente par ailleurs à ceux qui l'intériorisent comme la promesse d'un empire millénaire. Et à partir de l'invasion de la Pologne, cette promesse, aux yeux des intellectuels SS, a fait mine de se réaliser. Mais à l'été 1941, l'une des conditions sine qua non de sa réalisation, c'est le génocide. L'espérance génocider le meurtre de masse, et à la rhétorique du « c'est eux ou nous » s'ajoutait désormais une rhétorique du « il faut les tuer pour accomplir notre règne ». Au génocide par angoisse répondait aussi, et c'est je crois inexorable, un génocide par ferveur. C'est cette histoire-là que j'ai tenté de raconter dans mon livre le plus récent, qui s'intitule « La promesse de l'Est, espérance nazie et génocide 1939-1943 ». Ce livre essaye de faire l'histoire de cette promesse et de sa réalisation, ou plutôt de la perspective de sa réalisation. Il s'ouvre donc sur la conquête de la Pologne, scène inaugurale. La conquête de la Pologne, on l'a vu tout à l'heure, a une charge mémorielle fondamentale. C'est une guerre du passé. Mais elle agit comme un Janus, une guerre du passé qui ouvre un avenir.
L'entrée en guerre opère en effet sur les horizons d'attente nazis un basculement dont il a fallu en tout premier lieu tenter de prendre la mesure. Ce basculement est sensible dès l'annonce de l'entrée en guerre par Hitler au Reichstag, mais il s'incarne dans 3 impératifs catégoriques. D'une part, on l'a vu, l'impératif du contrôle est représenté par les Einsatzgruppen qui avancent dans le sillage des unités blindées et motorisées d'invasion, mais leur existence se limite aux 6 semaines de la guerre de mouvement. Une fois ce temps passé, ils se sédentarisent pour former des bureaux locaux de la Gestapo et du SD. Après le temps du contrôle vient le temps de l'administration et celui-ci coïncide avec un second impératif, celui de la germanisation. Hitler a en effet très tôt annoncé qu'il avait décidé, je cite, de réorganiser les relations interethniques en Europe, au moyen d'une série de traités signés avec l'ensemble des pays d'Europe centrale et orientale, prévoyant le retour dans le Reich des Volksdeutsche, ces Allemands ethniques, que le traité de Versailles avait laissés en dehors des frontières du Reich, et que l'invasion de la Pologne devait avoir sauvé, était censée avoir sauvé. Le temps de la germanisation était celui du contrôle des territoires, du Heimungsreich, du rapatriement des Volksdeutsche et de l'expulsion de populations indésirables. Pour réaliser cet ensemble d'annonces, Hitler nomma Himmler commissaire du Reich pour le renforcement de la germanité, et toute symbolique qu'était cette nomination, elle disait bien la lecture nazie de la germanisation. C'était d'abord et avant tout une affaire raciale confiée à la SS, élite raciale du Reich, et l'on chargea le Roucha, office principal de la race et de la colonisation, de mettre au point les procédures de sélection des populations désirables et indésirables, procédures qui étaient fondées sur des examens médico-raciologiques et sur la fourniture d'arbres généalogiques permettant de procéder à l'anamnèse raciale et héréditaire. C'était en second lieu une question de contrôle des populations et de déplacement, et le SD et la Gestapo furent logiquement chargés de cette question. La Gestapo, par l'intermédiaire d'Eichmann, avait déjà mis au point des procédures d'émigration-expulsion consistant d'une part à créer des guichets successifs dépossédant les populations expulsées, leur extorquant le coût du voyage, leur confisquant leurs biens et leurs documents d'identité et les contraignant à prendre des trains préalablement organisés par ces mêmes bureaux. De son côté, l'ESD, avec ce bureau 3B dont nous avons vu l'existence au travers de Bruno Müller, mettait l'accent sur les procédures d'identification, d'évaluation socio-raciale et la planification des indicateurs démographiques. Ce devait être enfin une question de refaçonnage de l'Europe par la planification et la modification des espaces, des villes, des villages et des fermes, ce qui ne pouvait s'accomplir d'une part qu'avec le concours d'architectes et de géographes aménageurs, et de l'autre avec celui d'ingénieurs bâtisseurs qui furent par la suite réunis dans une nouvelle institution, le Wirtschaftsverwaltungsamt, office principal d'économie et d'administration, véritable centrale économique de la SS. Troisième et dernier impératif catégorique, celui de la sélection raciale endogène qui apparaît lorsque, le jour même de l'invasion de la Pologne, Hitler donne l'ordre rétroactif de soumettre à l'euthanasie des malades incurables, enfants d'abord, adultes ensuite. Le raisonnement était le suivant. À l'heure où l'Allemagne entrait dans une ère d'épreuve en envoyant mourir à la guerre le meilleur de son patrimoine génétique, les temps étaient venus d'accélérer les pratiques eugéniques et leur retour à la pureté raciale en dotant les praticiens de l'eugénisme d'un outil radical, l'élimination ciblée d'individus représentant des vies sans valeur et des tares affectant le patrimoine racial nordique. En quelques semaines, ainsi, l'Allemagne nordique s'était mise aux yeux des militants nazis sur la route de la pureté raciale endogène et par la conquête et la germanisation, sur celle de la réalisation de la promesse de règne et d'advention de l'utopie dans ces territoires de l'Allemagne nouvelle. Encore fallait-il, désormais, mettre au point et planifier les étapes successives de la germanisation. C'est ce que les équipes d'Himmler, chapeautées notamment par Heydrich et cet ensemble de jeunes intellectuels du SD, flanqués de géographes, d'aménageurs, d'ingénieurs, de médecins et de raciologues, s'employèrent à faire. Et celui qui devenait le responsable en chef de la planification générale pour l'Est, le professeur Konrad Meyer-Heckling, exprimait ainsi l'enjeu de ce qui, à ses yeux, se jouait avec la conquête de la Pologne et la création de ce commissariat du Reich pour le renforcement de la germanité. Je vais le citer un peu longuement. Chaque grande époque, dit-il, façonne de nouvelles formes et génère de nouvelles volontés. Cela vaut tout particulièrement pour les politiques de colonisation. Nous sommes désormais définitivement confrontés à la grande cause de la colonisation par la construction de cette Est retrouvée et l'expansion du Reich. Par volonté du Führer, cette cause est désormais placée sous le signe du renforcement de la germanité. Les politiques d'installation et de colonisation n'avaient jamais auparavant été placées sous les auspices de cette théorie. Entre l'antagonisme ville-campagne et la carence d'une théorie globale, elles transformèrent les territoires en zones urbaines et rurales de plus en plus éloignées les unes des autres et en proie aux divergences d'opinions et d'intérêts des différents partis et factions. C'est aussi
C'est ainsi que s'explique le flou idéologique et la multiplicité des conceptions et des motifs que l'on voit si souvent à l'œuvre dans les questions de colonisation. La planification de l'organisation de l'Est doit affronter les pénuries à venir et les barrières. Avec la colonisation de l'Est, il ne s'agit pas seulement de la refondation d'une nouvelle paysannerie allemande ou de la construction de logements sociaux, de petits lotissements ou de questions de propriété, mais bien, et là il souligne, de germanisation de nouveaux territoires, de l'agencement, de la mise en ordre, de la différenciation d'espaces et de paysages en tant que future patrie d'Allemands. Il faudra donc construire de nouveaux villages avec des équipements communs, bâtir de nouvelles villes ou en réagencer totalement d'autres, redonner à des paysages débridés un figuré rationnel et enfin réarticuler villes et campagnes de façon ordonnée, économiquement, politiquement et culturellement. C'était bien une nouvelle société, une nouvelle ère, où tout serait différent, où les villes et les campagnes renaîtraient et où leurs rapports seraient profondément transformés vers une harmonie heureuse. Les temps étaient bien, aux yeux du colonel SS, marqués au sceau du règne et de l'accomplissement de la promesse. Et Meyer Heitling, ce professeur de géographie berlinois et grand planificateur de déplacement de population, n'était pas seul à communier dans cette expérience. L'enquête a montré que ce sont près de 40 000 personnes qui se sont investies dans les politiques du faire advenir, pour parler comme Alphonse Dupron, dans les politiques de l'advention du millénium racial. Cette armée de l'espérance nazie était mixte. Elle comptait ses conscrits et ses volontaires, coordonnés par un groupe de plusieurs milliers d'officiers SS, militants, médecins, historiens, sociologues, démographes, géographes, juristes et policiers, composés aussi d'ingénieurs, mais aussi d'un important contingent d'étudiants et de très jeunes militants de nazis de moins d'une vingtaine d'années, qui partaient, les vacances venues, dans ces territoires occupés pour assister les Volksdeutsche dans les camps de transit où ils attendaient leur réinstallation, pour s'occuper de leurs enfants, des femmes, pour mettre en place une sorte de care nazi, fait d'éducation, d'animation de camps de vacances, de puériculture, de rééducation des couples et des familles par une sorte de germanisation culturelle, dessinant alors la préfiguration de cette ethno-communauté nationale, Volksgemeinschaft, société du futur nazi devenue harmonieuse après la sélection sans fin des populations et l'élimination de la lutte des classes. Cette armée de l'espérance nazie constituait un petit univers en soi, un petit univers qui faisait l'expérience fondamentale du sentiment de participer à la fondation d'un monde qui devait durer 1000 ans et bouleverser l'histoire de l'Europe, expérience de ferveur quasi extatique qui transparaît dans bien des égaux documents que rédigent certains de ces individus. Il faut cependant bien se représenter que lorsque ces toutes jeunes femmes racontent à l'été 1942 à leur cher journal le plaisir qu'elles peuvent avoir à ramener dans le district de Lublin, dans le droit chemin de la prononciation hanovrienne des petits Saxons de Transylvanie roumaine, elles le font à quelques dizaines de kilomètres des grands centres de mise à mort de Sobibor et de Bergets. Au zénith de l'espérance nazie, à l'été 1942, le génocide est désormais indissociable de la réalisation de l'utopie. Celle-ci était devenue une perspective gigantesque, censée répartir sur un espace allant du cercle polaire à la mer Noire et de la Lorraine à l'Oural, jusqu'au Caucase et à Krasnodarsk, les migrants colons, lesquels devaient à terme constituer un peuple de 600 millions d'êtres de race nordique pure. Et lors de 2 conférences prononcées devant l'Assemblée des étudiants nationaux socialistes de Graz, le chef de ce bureau 3B du SD en charge des affaires raciales et de la colonisation avait bien précisé le corollaire de ce gigantesque plan pour les quelques 70 millions d'allogènes qui vivaient dans ces espaces. Seuls 22,5 millions d'entre eux s'avéraient compatibles et assimilables racialement. Le reste devait partir ou mourir. Or, les plans généraux pour l'Est ne prévoyaient l'expulsion que de 31 millions d'individus. Il en restait donc 16,5 dont le départ n'était pas prévu, mais dont l'existence n'était plus permise non plus, et qui donc étaient voués à une mort plus ou moins rapide. Et encore, ce chiffre déjà gigantesque faisait-il abstraction des 11,3 millions de Juifs d'Europe dont l'extermination, entérinée à Wannsee le 20 janvier 1942, ne faisait même plus débat. C'était donc 27,8 millions de personnes qui devaient succomber pour qu'advienne le règne millénaire, pour que le rêve nazi devienne réalité. Ce qui, à l'été 1942, était devenu un génocide, avait cependant commencé en juin 1941 sur une rhétorique sécuritaire, ou plutôt sur un discours dual, né au moment de l'occupation de la Pologne, et qui faisait d'une part des politiques de sécurité, de la nécessité d'une action vigoureuse et impériale, et de l'usage de la fusillade, le cœur des politiques de maintien de l'ordre. Tandis que des politiques d'expulsion, de prédation, de concentration et de germanisation soumettaient des populations ciblées de manière raciale et sociale à des régimes de domination de plus en plus rigoureux, pour ne pas parler même de leur caractère arbitraire. En d'autres termes,
Dans les territoires occupés de l'Est, les nazis ont commencé à mettre en place des politiques de plus en plus meurtrières sur des critères sécuritaires. Ce sont des rhétoriques du représailles et du maintien de l'ordre qui constituent le fond argumentaire du crescendo de violence qu'on observe en Pologne, en URSS et en Serbie. Dans ce dernier pays, c'est sous le couvert de la lutte contre les partisans que les forces de la Wehrmacht et de la police commencent à l'été 1941 à exterminer les communautés juives. C'est le même argument qui est utilisé par le commandement de l'arrière du front centre et le bureau de la Gestapo de Minsk pour légitimer entre juin et novembre 1941 le passage à l'extermination totale des Juifs de Biélorussie. On se trouve là devant un paradoxe. La documentation laissée par les institutions meurtrières montre que les mesures mises en place à côté de ce que les nazis appellent des mesures exécutives, c'est-à-dire les mises à mort, jouent effectivement un rôle sécurisant à leurs yeux. Si dans les premières semaines de l'invasion de l'URSS, les membres des Einsatzgruppen transmettent à la centrale berlinoise un grand nombre de rapports reflétant l'atmosphère de panique et de peur, traversée de descriptions horrifiées des communautés juives et de leurs prétendues actions, on discerne parfaitement, au long des semaines, que les mesures de sécurité mises en place transforment l'image des communautés juives, les pacifiant en quelque sorte. Mais alors, logiquement, le nombre des tueries, le nombre d'exécutés devrait baisser. Or, il n'en est rien, c'est même un saut gigantesque qui s'opère, on l'a déjà dit, à partir de la mi-août 1941. Les exécutions ont décuplé en intensité jusqu'à la fin de l'année 1941. Le paradoxe ainsi est le suivant. Alors que l'image des Juifs s'édulcore, que leur caractère dangereux et violent de leur image s'estompe aux yeux même de ceux qui les tuent, ces derniers redoublent de violence et les tuent à une échelle de plus en plus inouïe. Pour tenter de résoudre ce paradoxe, il faut, je crois, tenter une étude comparée de l'image des Juifs qui émane des rapports des tueurs au début et à la fin du processus. Voici d'abord un exemple somme toute courant de mise en représentation des Juifs au début du processus durant l'invasion par les membres de l'Einsatzgruppe C au travers d'un rapport de situation et d'activité à l'arrivée des troupes allemandes dans la ville de Lemberg. Je cite ce rapport. Les bolcheviks ont assassiné nombre d'Ukrainiens pendant leur retraite en liaison avec des Juifs locaux. Ils ont pris comme prétexte une tentative de soulèvement des Ukrainiens à Lemberg le 25 juin 1941, lesquels voulaient libérer leurs prisonniers. Les prisons de Lemberg étaient remplies de cadavres d'Ukrainiens assassinés. Au cours des massacres, les Russes et les Juifs se sont comportés de façon extrêmement cruelle. Des mutilations bestiales étaient à l'ordre du jour. Les femmes ont eu les seins coupés, les hommes les parties génitales. Les Juifs ont de plus cloué les enfants au mur et les ont tués. Les fusillades étaient opérées par balles dans la nuque. Souvent, des grenades étaient utilisées lors des meurtres. À Dobromil, des hommes et des femmes ont été abattus par des coups de maillet servant à assommer le bétail appliqués sur le corps. Dans de très nombreux cas, les prisonniers ont dû être martyrisés de la manière la plus dure par cassure des os. Enfin, il a été constaté le meurtre de 4 à 7 aviateurs allemands faits prisonniers. 3 d'entre eux ont été trouvés dans un hôpital russe où ils ont été tués dans leur lit par des balles tirées dans le bas-ventre. Fin de citation. Les Juifs sont ici représentés comme les instigateurs d'une violence inhumaine et décrits sur le mode de la bestialité. La description des gestuels de mise à mort qu'ils auraient employés sert d'administration de la preuve de leur sauvagerie supposée. Si l'on examine maintenant le terme du processus, c'est une toute autre image qui apparaît. Et pour vous le montrer, je vais utiliser le texte d'un officier de l'Einsatzgruppe A, le Standartenführer Karl Jäger, qui décrit la situation en Lituanie en décembre 1941. Je le cite. Je voulais aussi abattre ces Juifs de labeur et leurs familles incluses, ce qui me valut d'intenses polémiques avec l'administration civile et la Wehrmacht qui suscitèrent l'interdiction suivante. Ces Juifs et leurs familles ne doivent pas être fusillés. Je considère que les actions juives sont achevées dans leur phase principale. Les Juifs de labeur encore présents sont indispensables et je m'imagine qu'après l'hiver, cette main-d'œuvre sera encore impérativement nécessaire. Je suis d'avis de commencer immédiatement la stérilisation des Juifs de labeur mâle pour éviter toute reproduction. Si malgré cela, une Juive était enceinte, elle serait alors liquidée. Fin de citation. Décrivant une altercation avec les autorités d'occupation, Jäger livrait ici indirectement une vision des Juifs tout aussi inhumaine, mais nettement moins marquée par l'angoisse. Ils étaient ici, les Juifs, représentés comme une masse amorphe, une masse de travail stérilisable et corvéable, et le terme d'Arbeitsjude, de Juifs de labeur, illustrait bien en quels termes Jäger les concevait. Pour comprendre le décalage existant entre ces deux représentation bien différenciée des Juifs, à quelques mois de distance, il faut se reporter aux pratiques des groupes d'une part, et recourir à l'anthropologie sociale de l'autre. Les Einsatzgruppen, au-delà des exécutions qu'ils ont opérées, ont, durant cette période, procédé à la mise en ghetto des populations juives. Ils ont, par ailleurs, imposé le port de l'étoile jaune et le travail forcé.
appliquée à des populations perçues, on l'a vu, sur le mode de la sauvagerie et développant, d'après les auteurs des rapports, des comportements de violence bestiale, étant en liberté au moment de l'invasion, ces opérations de marquage, de parquage et de mise au travail jouaient le rôle dans le psychisme des SS d'un succédané de processus de domestication. Une fois passées au travers de ce processus et de ses conséquences symboliques, les communautés juives n'étaient désormais plus perçues sur le mode initial de la sauvagerie, mais bien littéralement comme un cheptel d'animaux domestiques, force de travail brute, dont les nazis prétendaient contrôler tout à la fois la nourriture et la reproduction. Ce modèle anthropologique des modalités d'animalisation de l'ennemi se renforce plus encore si l'on examine par ailleurs les conditions dans lesquelles les groupes opéraient dans les deux cas. Au moment où les policiers des groupes appréhendaient les Juifs sur le mode de la bête sauvage, les Einsatzgruppen étaient des unités mobiles, nomades en quelque sorte, alors que le terme du processus de domestication symbolique coïncida avec leur sédentarisation définitive. La cohérence entre l'évolution des situations des groupes et l'appréhension des Juifs par leurs membres incite ainsi à penser qu'on est en présence d'un système de représentation mobilisant des structures mentales extrêmement profondes, si enfouies qu'elles sont latentes, inconscientes et probablement très archaïques. Sans doute sont-elles celles-là même que les anthropologues travaillant autour de Françoise Héritier ou Bertrand Hell ont repérées comme étant en formation depuis le néolithique dans un espace allant de l'Europe occidentale à la Sibérie. Ces structures mentales qui régissent en Europe le rapport des hommes aux sauvages et aux domestiques, et notamment le rapport de mise à mort. Dans le premier cas, les SS se figuraient être, au plan imaginaire et symbolique, des chasseurs nomades, s'en prenant à ce qu'ils percevaient comme des bêtes sauvages, tandis qu'en décembre, les hommes de Jäger se représentaient eux-mêmes, au travers de ces juifs qu'ils avaient marqués et mis au travail, comme des pasteurs sédentaires. Le corollaire de ce basculement d'une image mentale à l'autre était que le mode de mise à mort ne pouvait désormais plus être de l'ordre de la chasse, qui ne peut concerner que la sphère du sauvage. Dans celle du domestique, qui lui fait miroir, son équivalent est l'abattage. Or, la différence fondamentale entre les deux est que la chasse suppose de façon quasi universelle le fait d'épargner les jeunes spécimens et, dans une moindre mesure, les femelles des espèces visées, alors que l'abattage envisage dès l'origine la mise à mort de très jeunes individus, conférant même des dénominations spécifiques, le veau, le cochon, de lait, l'agneau, aux produits carnés qui en résultent. Le basculement d'une modalité nazie d'animalisation à la seconde constitua ainsi une mutation anthropologique absolument majeure. Une mutation induite par la pratique même des groupes, une mutation qui permit aux bourreaux d'envisager la mise à mort de très jeunes individus, et ce sans progressivité aucune dans le franchissement de seuil, au moment même où l'impulsion génocide leur parvint, signe de la généralisation des tueries. L'anthropologie structurale de deuxième et troisième génération, si présente dans ces lieux, a ainsi permis de mettre au jour des systèmes de représentation sous-jacents qui pourraient, à mon sens, rendre compte de ces basculements massifs intervenus dans les psychismes individuels et collectifs des tueurs. Alors, je sais bien que ces structures ne sont pas immuables, je sais bien que leur historicité doit être maintenue et discutée, je sais bien que l'invariant varie. Il n'en reste pas moins que dans une histoire ultra-contextualisée, mise en œuvre par les historiens fonctionnalistes de troisième génération, qui sont très narratifs, une plongée analytique dans l'historicité longue de ces structures apporte un regard différent sur ces gestuels. L'idée s'imposa qu'on pouvait mettre à l'épreuve ce modèle interprétatif et tenter de voir en quoi il pouvait s'élargir et s'appliquer à l'ensemble des politiques de sécurité et d'occupation nazie en Europe orientale. Et pour ce faire, il fallait procéder par étapes, en commençant par une recherche test. Et quoi de mieux, lorsqu'on veut travailler sur l'imaginaire de la chasse, que de se pencher en premier lieu sur une unité de SS dont le recrutement se fondait initialement uniquement sur des braconniers et des criminels synergétiques? C'est ce que traite le second de mes livres, intitulé « Les chasseurs noirs » et celle sur la Sondereinheit der Levanger, unité spéciale. Hommes condamnés pour des délits liés à la traque, ces chasseurs noirs étaient, contre promesse de réhabilitation, envoyés à l'Est pour chasser des partisans soviétiques d'une part et garder, d'autre part, des juifs soumis à un processus de domestication poussé à son paroxysme dans des camps de travail. Successivement chasseurs et pasteurs d'hommes, les hommes de cette unité constituaient un observatoire idéal des différentiels de pratiques de violence et de leur conditionnement symbolique par le contexte symbolique, imaginaire et structural dans lequel évoluaient ces hommes et leur unité. Il s'agissait bien d'essayer de déterminer si les pratiques de violence déployées contre les partisans soviétiques et les paysans biélorusses d'une part et les détenus juifs des camps de travail de l'autre réfractaient ce basculement, cette opposition structurale mise à jour à la faveur de l'étude des Einsatzgruppen.
En complément de ce cadre structuraliste, on peut supposer aussi que la grande découverte de l'historien des guerres de religion et des gestes de la violence religieuse, Denis Crouzet, ferait émerger l'essentiel. Voici ce que disait Denis Crouzet. Je le cite. Le postulat qui préside à l'analyse, car il en fallait bien un, a été que la gestuelle paroxystique et la gestuelle de violence est l'extériorisation, ou plutôt le précipité, de la culture qui a mené ou imposé la violence, qu'elle est un système signifiant, culturellement codé, à partir duquel il est possible de dégager les raisons de la violence et donc de la crise religieuse. La violence comme langage, les gestes comme syntagme, leur agencement comme grammaire ou comme syntaxe permettant au chercheur d'accéder à l'univers symbolique du tueur pour peu que son geste soit de l'ordre du social. Cela ouvrait une voie profondément nouvelle d'interprétation de la violence qui permettait de sortir de la sidération que les gestuels de violence suscitent habituellement chez l'observateur. On peut regarder, je sors 2 minutes du sujet nazisme, on peut regarder ces si nombreuses vidéos d'égorgements et de décapitations laissées depuis plus de 20 ans par les islamistes takfiristes entre la Tchétchénie et l'Irak, et en comprendre le dispositif, saisir les représentations et les affects du violent et les réinterpréter. C'est possible par cette méthode. En l'occurrence, dans la question du nazisme, du génocide et des politiques d'occupation en Europe de l'Est, il s'est agi de différencier des gestuels de violence en fonction des imaginaires mobilisés par leurs auteurs. Se dessinait ainsi une violence démonstratrice, faite de pendaisons publiques extrêmement nombreuses, avec des victimes affublées de pancartes, de pendaisons dont les signifiés différaient très profondément selon les contextes. Lorsqu'elle est employée à Tarnopol, en Ukraine, quelques jours après l'entrée des Allemands dans la ville, avec pour victimes 2 personnes identifiées comme des juifs communistes, ce rituel très élaboré impliquant une très nombreuses assistances ukrainiennes et des camions des unités de propagande allemandes équipés de haut-parleurs joue le rôle de sortie festive du communisme, mais qui est par ailleurs une fonction de vérification syllogique de la croyance en la fusion de l'ennemi racial et avec l'ennemi politique. En tuant ces 2 hommes en les pendant, les Allemands se convainquent et convainquent l'assistance ukrainienne, d'une part, de la collusion entre les Juifs et les bolcheviks, et dans le même temps affirment que ces temps sont révolus. On en identifie d'autres du même type, servant elles aussi à inculquer des messages aux assistants, qu'ils fussent occupants ou occupés. Ainsi, de ces pendaisons de femmes accusées d'avoir vendu de la viande humaine sur le marché de Minsk, ainsi aussi de ces exécutions de Juifs accusés d'avoir tenté, toujours à Minsk, de contaminer l'eau par le germe du typhus. Il s'agissait bien, d'une part, de conformer les femmes russes à la sauvagerie supposée de leurs conditions raciales et de faire de même pour les Juifs. Au total, c'était bien un usage différencié de la pendaison qui s'offrait à l'observateur pour peu qu'on voulût bien systématiser le regard sur cette pratique. À côté de cette violence démonstratrice, il fut aussi possible de suivre l'évolution des procédures employées par les Einsatzgruppen pour fusiller les contingents toujours plus nombreux de victimes juives. Ce sont bien des savoirs de la tuerie qui se développent et pratiquement tous les commandos, après avoir essayé de nombreuses procédures, et notamment le tir à la mitrailleuse lourde dans des groupes compacts de victimes, élaborèrent des procédures impliquant la division des commandos en 3 équipes, l'une de garde, la seconde d'acheminement des victimes vers des fosses préalablement creusées, et la 3e équipe de tireurs qui exécutent les victimes d'une balle de pistolet ou de petit calibre dans la nuque. Un phénomène de parcellisation des tâches, de répartition de la dimension la plus transgressive de la besogne, de taylorisation, en un mot, de la tuerie, se fait ainsi jour et en apparente aux yeux de l'historien l'écœurant spectacle avec l'organisation des procédures d'abattage en cours dans les installations occidentales contemporaines telles qu'on les observait déjà à Chicago dans les années 30. C'est très vraisemblablement aussi parce que les nazis ravalaient leurs victimes au rang de cheptel qu'ils en vinrent à établir des procédures analogues à celles en cours dans ces abattoirs modernes. L'étude de ces unités de braconniers permit par ailleurs de rentrer de plein pied dans les imaginaires de la chasse et du sauvage et du domestique en cours chez les nazis. On put mettre à jour les logiques comportementales très différenciées selon les modalités selon lesquelles les hommes de l'unité identifiaient les populations qu'ils rencontraient. Sur une échelle qui irait du familier jusqu'au sauvage, en passant par le domestique, les diverses populations se classaient aux yeux des Allemands. Tout au bout de la sauvagerie, les partisans biélorusses, vus comme le plus noir des gibiers, d'une férocité et d'une dangerosité fondamentale, mais dotés aussi des vertus intrinsèques du monde sauvage, le courage et les savoirs innés de la vie sylvique. À trop goûter de ces vertus, d'ailleurs, les braconniers de la Sondereinheit der Levanger en participaient et se voyaient décrits comme des sauvages et des cruels dans la cité nazie, des sauvages qu'il fallait contenir aux marges. En second lieu, soumis à des processus de domestication plus ou moins poussés, les populations civiles ne comptent que par leur force de travail et de reproduction.
Le processus de domestication le plus poussé est celui subi par les populations juives parquées, marquées et mises au travail dans les camps, mais à un degré moindre et avec des destinées un peu moins funestes. Le même raisonnement vaut pour les civils biélorusses. Ces populations sont soumises à des traitements reflétant ce type de domination. Mise à mort en masse, gestuelle de cruauté passant par le marquage des corps, vente ou achat d'individus, procédure de viol collectif fondant la supériorité, y compris la supériorité raciale. Une mention spéciale doit être accordée aux villages biélorusses et donc domestiqués, accusés d'être repassés du côté des partisans. Dans les imaginaires européens, le seul exemple massif d'animaux domestiqués retournant aux sauvages sont ceux des malades de la rage, le Tollwut. Et Bertrand Hell a bien montré dans Le sang noir que la seule manière de se débarrasser de la contagion rabique aux yeux des populations, quand les thérapeutiques de Saint-Hubert ne fonctionnent plus, est de les livrer aux flammes. L'atroce destin de ces 617 villages qui, en Biélorussie, connaissent le sort d'Oradour-sur-Glane entre juin 1941 et juin 1944, peut-il être lu à l'aune de cette symbolique? Je le crois, nous en sommes convaincus, car les techniques et les procédures mises au point en Biélorussie pour tuer les villageois en les brûlant vifs ne résistent ni à un examen fonctionnel, ces troupes savaient tuer plus vite et plus exhaustivement et pouvaient donc faire autrement, ni à un examen rhétorique, la justification par la contamination partisane semble aller de soi. Au total, il est ainsi possible d'utiliser les outils de l'anthropologie structurale et de l'histoire des confrontations religieuses de l'époque moderne pour mettre en place un modèle interprétatif permettant de situer dans un continuum de discours et de justification les pratiques de violence en interprétant les gestuels déployés par les acteurs comme un ensemble socialement et culturellement déterminé. La combinaison entre le paradigme néopositiviste ultra-contextualisant de l'historiographie internationale du nazisme et ses outils constitue, me semble-t-il, une perspective particulièrement riche dont il ne faut pas négliger le potentiel dans l'optique d'une histoire de la violence européenne au XXe siècle. Par l'étude de ce que des êtres opèrent sur d'autres êtres, de ce qu'ils coupent, déchirent, mutilent et prélèvent du corps de l'autre, on parvient ainsi aux imaginaires et aux représentations des violents et de la société dont ils émanent. La violence et ses gestuels constituent ainsi un point singulier dans lequel s'articulent la politique et l'émotionnel, les croyances et les affects des acteurs qui l'élaborent et la produisent. Il est un dernier objet qui semble condenser l'ensemble de ces réflexions, un objet qui, cette fois-ci, est un lieu, un espace, et dont je voudrais détailler l'histoire. Il s'agit d'une terre de confins qui, lorsqu'elle apparaît dans la documentation au XVIe siècle, se situe aux limites de trois mondes, celui des forêts, celui des champs cultivés et celui des steppes. En 1573, l'hetman Jan Zamość crée sur ces terres la ville de Zamość, à laquelle il octroie des privilèges et qui devient en quelques décennies une bourgade modeste mais prospère. Zamość était un passionné d'architecture. Il a fait venir des bâtisseurs vénitiens qui dotent la ville d'un centre-ville baroque, détonnant absolument dans le paysage de la région. La ville et sa région, la Zamośćczyzna, se trouvent sous domination autrichienne puis russe jusqu'en 1918, avant d'entrer dans le giron de la République polonaise. La région a été éprouvée par une Première Guerre mondiale qui ne s'est aucunement arrêtée en 1918, mais a retenti du bruit sourd des campagnes soviétiques, des pogroms et de la lutte acharnée des paysans ukrainiens des provinces frontalières contre la polonisation de plus en plus affirmée des politiques menées par la jeune République, mais aussi contre l'atroce guerre que leur mènent les soviétiques. La Zamośćczyzna est une marqueterie langagière, nationale, religieuse et ethnique. 2 tiers de catholiques polonophones côtoient 10% de juifs, essentiellement ashkénazes, composant la majeure partie de la population urbaine du comté, et 25% d'ukrénophones de confession catholique de rite oriental, uniate ou orthodoxe. Les relations s'y sont polarisées sous le coup de la Grande Guerre, des pogroms et de la politique polonaise, mais il s'agit malgré tout d'un composé stable quand les autorités allemandes y posent leurs bottes en octobre 1939. Ils vont en faire la terre de toutes les radicalités, celle de la tentative la plus poussée de colonisation, une terre d'utopie et de ferveur, celle de tous les paroxysmes nazis. Le 1er novembre 1939, quelques jours seulement après le début de l'occupation, est nommé par Himmler son représentant local, chef de la police et des SS, pour le district de Lublin, Odilo Globocznik. Ancien chef du parti nazi Gauleiter de Vienne et membre important du parti nazi clandestin autrichien, tombé en disgrâce pour des malversations et envoyé à Lublin pour revenir en grâce. Globocznik est, de l'avis de tous les observateurs, un activiste nazi d'une radicalité inouïe. Et alors même que le territoire de Lublin et de Zamość, situé dans le gouvernement général de Pologne, n'est pas destiné à l'incorporation dans le Reich, Globocznik entreprend de son propre chef un programme de germanisation.
À la suite de la découverte de l'immigration au XVIIIe siècle de quelques 700 colons allemands dans les archives de Vienne, Globoschnik lance une opération dénommée Fahndung nach deutschem Blut, c'est-à-dire à la recherche du sang allemand, véritable opération d'ingénierie raciale vampirique qui consiste à traquer les derniers descendants de ces colons et de les regermaniser culturellement et racialement. Après avoir été identifiées, ces personnes étaient censées être encadrées dans leur village par des militants nazis, jeunes activistes étudiants ou jeunes femmes de la BDM censées apporter la bonne parole et les bonnes pratiques germaniques. L'affaire connaît un succès considérable et Globoschnik crée pour la soutenir 2 services chargés l'un de la question de l'expertise et des études et l'autre de toutes les affaires de construction. Véritable centre de recherche sur la germanisation, la maison d'équipage SS que crée Globoschnik abrite des historiens, des géographes, un archiviste, des démographes, tous militants SS d'une trentaine d'années qui mettent au point les études préparatoires à la sélection de la population du côté de Zamość. Parallèlement, se développe un service de construction qui prend en charge l'ensemble des programmes que prévoit Globoschnik. Et après l'invasion de l'URSS, c'est peu dire que ces programmes connaissent une nouvelle inflexion. En effet, la perspective de l'invasion de l'URSS, qui fait reculer de plus de 500 km la frontière des terres germaniques à l'est, fait de ce Far East qu'est la Zamośćczyzna un cœur de l'empire millénaire à venir. À la mi-juillet 1941, une visite d'Himmler à Lublin et à Zamość confirme le mouvement. Himmler approuve les mesures de germanisation pour la ville, prévoit un camp de concentration de 25 000 personnes à la périphérie de Lublin, dans le lieu-dit de Majdanek, et ordonne la généralisation de Fahndung nach deutschem Blut. L'heure de Globoschnik a sonné, celle de la Zamośćczyzna aussi. En novembre et en décembre 1941, une série de décisions scelle le sort des Juifs au plan du gouvernement général d'abord et de l'Europe tout entière ensuite. Globoschnik et son service de construction sont chargés de la mise en œuvre d'un programme exterminateur régional destiné aux Juifs du gouvernement général. La décision n'était guère surprenante. Globoschnik s'était distingué par sa radicalité et la mise en œuvre d'un programme de parquage et de soumission des Juifs au travail forcé qui faisait de lui un acteur de pointe de ces processus de domestication symbolique que nous avons décrits plus haut. Les 125 000 Juifs présents dans le comté de Zamość, 51 000 Juifs originaires du comté et 75 000 Juifs déportés des territoires polonais conquis en 1939 et incorporés au Reich, étaient concentrés dans les ghettos des villes et une série de camps de travail destinés à des travaux de voirie et de drainage des marais, et ils y trimaient depuis 1940. À partir de novembre 1941, les équipes de construction de Globoschnik établissaient donc les plans des villages allemands du futur nazi, tout en réalisant les études de faisabilité de l'immense camp de concentration de Majdanek, ainsi que les premières études des chambres à gaz, des installations de Sobibor, Treblinka et Berzec, ce dernier camp étant en l'occurrence situé à moins de 50 km au sud de Zamość. On le voit. Extermination et germanisation s'intriquaient littéralement dans les pratiques de Odilo Globoschnik et dans l'histoire de la Zamośćczyzna. Le processus de génocide des Juifs de la région se distingua par son caractère paroxystique et sa dimension ostentatoire. Les Juifs de la Zamośćczyzna furent embarqués à partir de février-mars 1942 dans des trains à destination de Berzec pour gazage immédiat avec une débauche de violence absolument inouïe. C'est au vu et au su de tous que les Juifs furent pourchassés, fusillés, écrasés, noyés, précipités du haut des immeubles et jetés dans ces trains qui allaient à la mort. Au vu et au su de tous, et d'abord d'eux-mêmes. 3 semaines seulement après l'entrée en service des chambres à gaz de Berzec, les informateurs du Judenrat, du Conseil juif de Zamość, signalaient que pas un juif ne sortait vivant du camp, que les trains revenaient vides. Au vu et au su des Juifs, mais aussi au vu et au su des Polonais, grâce à une politique de monstration de la violence et du génocide, tout entière mobilisée dans l'objectif de faire comprendre à la population tétanisée qu'il lui fallait se soumettre, sans quoi à son tour viendrait de monter dans les trains de l'extermination. Et c'est bien ce qu'intériorisa la population non-juive du district qui, les rapports d'opinion de la résistance s'accordent ici avec ceux des occupants, internalisa une angoisse de mort collective imminente, immense, une angoisse de mort collective que Globoschnik suscita sciemment, car il avait prévu de déclencher une grande opération de germanisation immédiatement après que le préalable, c'est-à-dire l'extermination des Juifs, en eût été achevé. Le 27 novembre 1942, 10 jours seulement après le départ du dernier convoi de Zamość vers Berzec, les Allemands déclenchèrent les opérations d'expulsion des paysans polonais pour commencer l'installation de Volksdeutsche venus de Roumanie et de Volhynie voisine. L'opération était d'une ampleur jamais vue jusqu'alors. Ce sont 150 villages qui furent vidés de leur population, plus de 120 000 personnes qui devaient être expulsées et devaient rejoindre des camps de transit pour être ensuite expertisées et relogées ailleurs dans le gouvernement général.
Mais les Polonais, pris dans leur peur de prendre des trains pour Belzec, tentèrent massivement de se soustraire à la grande rafle SS. Seules 25 000 personnes furent ainsi capturées par les équipes d'expulsion. Le reste se réfugia dans les forêts du district, s'armèrent et décidèrent de résister aux politiques de l'occupant. La tornade de violence qu'était pour les populations locales le bâtir utopique nazi générait désormais une résistance, une réaction sociale. Les nazis décidèrent d'en tenir compte à partir du printemps 1943. Auparavant, cependant, ils avaient cru voir la grandeur arriver. La documentation produite par les services de Globochnik laisse transparaître l'euphorie de militants SS qui refondent la germanité dans de nouvelles communautés, où tout est nouveau, où tout fonde un nouveau monde. Le calendrier doit changer, ils s'en sont convaincus. Les cérémonies du rituel néo-païen dessinent avec les nouveaux bâtiments les contours de l'empire millénaire enfin réalisé, de sa révolution si profonde qu'elle bouleverse le compute du temps, la succession des jours, les cérémonies des âges de la vie et de l'alliance des lignages. Mais au printemps 1943, l'échec est patent. Les forêts du comté bruissent de la présence de dizaines de milliers de réfugiés. Les mouvements de résistance polonais, l'Armée Krajowa et les bataillons paysans, ont assemblé des troupes et attaquent désormais les communautés Volksdeutsche et les postes de gendarmerie qui étaient censés les protéger. Globochnik et son équipe d'ethnocrates changent alors de stratégie. Ils continuent certes d'expulser des Polonais, mais en lieu et place des colons Volksdeutsche, ils réinstallent désormais des Ukrainiens. Le calcul qui préside à ce changement est faustien. Il s'agit d'instrumentaliser les tensions interethniques de populations à bout de nerfs après 4 années d'occupation pour les jeter l'une contre l'autre en une guerre ethnique dont les Allemands espèrent qu'elles sortiront exsangues et leur permettant de rafler la mise. Ce calcul visant à la guerre de tous contre tous fonctionne évidemment à merveille et l'on a dû articuler les travaux de Françoise Héritier et de Pierre Clastres pour tenter de rendre compte des dynamiques qui se firent jour dans cette période. Ces guerres de tous contre tous qui s'agencent alors, j'ai décidé de les nommer guerres de l'entre-soi, en articulant le concept d'entre-soi développé par Françoise Héritier et l'analyse menée par Pierre Clastres de la guerre comme instrument structural utilisé par les sociétés primitives pour lutter contre les forces centripètes qui, par le jeu des alliances, contraignent les sociétés à adopter une forme étatique. Car la guerre, pour Clastres, c'est peut-être avant tout l'outil qui limite la croissance des collectifs, qui sépare les êtres, les groupes et les lignages avec lesquels l'alliance est possible et avec lesquels, comme le disait Claude Lévi-Strauss, on échange des femmes, des biens et des informations. À l'opposé, on instaure avec ceux auxquels on mène ce type de guerre des relations qui sont de l'ordre de la prédation et non de l'échange, ce qui interdit l'alliance. L'échange de biens est alors remplacé par le vol et le pillage, l'échange d'informations l'est par la torture et le mariage par le viol. On bâtit et on façonne la forme de l'entre-soi en délimitant de façon violente les contours, en traçant par la gestuelle meurtrière et mutilante la limite entre échange et prédation. Et c'est précisément ce que les groupes ethniques en présence font, se menant une guerre ultra-graphique, multipliant l'agression contre les femmes, cœur de l'échange, viatique du lien d'alliance, et contre les enfants, produits de l'alliance devenue sang, en pillant, brûlant, chassant et jetant sur les routes des êtres par milliers. À l'été 1944, donc, ce sont de multiples guerres de l'entre-soi, menées par tous contre tous, qui surgissaient du jeu de domino ethnique joué par les SS depuis 1941. Guerre des formations bourgeoises polonaises de l'Armée Krajowa et des bataillons paysans contre les formations nationalistes ukrainiennes. Guerre des formations polonaises de gauche contre les Ukrainiens, l'Armée Krajowa et les bataillons paysans. Guerre des Ukrainiens de l'UPA contre les Polonais, civils et résistants, et contre les partisans soviétiques. Lutte de tous pour imposer par le sang et la découpe dramatique des corps des groupes sociaux et ethniques leur propre vision du futur des communautés qui devaient tenir la Zamość-Czyzna. Guerre de tous contre tous, ces guerres de l'entre-soi étaient bien le rejeton paroxystique et tératologique de l'advention utopique nazie. Le déterminisme racial nazi avait rêvé une Zamość-Czyzna nordique, agraire et coloniale. Il avait, en lieu et place, déclenché les feux de haine que seuls les remues d'hommes, l'échange de population, allaient stabiliser entre septembre 1944, date de fixation de la frontière, et août 1947, date de la fin de l'opération Vistule, qui parachève les flux de migration contraintes. Prolongement du rêve nazi par la rémanence des méthodes inaugurées par les SS de l'armée de l'utopie, cet échange de population constitua la seule stratégie envisagée par les gouvernements pour stabiliser une région que l'ogre Globochnik avait fait basculer dans un immense incendie ethnique. Rêve nazi, cauchemar des confins. Il est temps de conclure. Revenons, si vous le voulez bien, pour finir, sur le cas d'Hermann Behrens évoqué en introduction.
Vous vous souvenez de lui, je l'espère, en intellectuel d'action nazie, traquant les francs-maçons et en praticien de la tenue de la promesse millénariste et du rapatriement des Volksdeutsche. Il est un épisode cependant sur lequel on a fait jusqu'ici silence. Le fait qu'à partir de 1942 jusqu'à l'été 1943, Hermann Behrens, en parfaite conformité avec sa formation et sa culture, combat comme officier commandant l'artillerie de montagne de la 13e division SS Handschar. Behrens est un artilleur. Il a toujours combiné ses multiples fonctions avec une solide formation, d'abord dans l'artillerie côtière, puis dans les unités d'artillerie de la Waffen-SS. Il est cependant nommé dans la division SS Handschar, tout à la fois au titre de cette formation militaire, mais aussi parce qu'il a collecté une expérience incomparable de l'activisme Volksdeutsche dans les Balkans. Hermann Behrens est un expert des tensions interethniques et la 13e division SS Handschar, composée de musulmans bosniaques, de Volksdeutsche, de Serbie et de Croatie et de catholiques croates, laisse une longue empreinte sanglante dans les districts de Tuzla, de Zvornik, de Psko, immédiatement au nord de Srebrenica, y soumettant les Serbes locaux à de grands massacres. A-t-il alors croisé la route des jeunes Radovan Karadzic et Biljana Plavšić, ou de la femme de Slobodan Milošević, Mirjana Marković, tous trois très jeunes enfants affectés durablement par la guerre d'alors? L'historien ne le saura sans doute jamais sûrement, mais poser la question nous ramène à ce fait fondamental. Tirer les fils de l'histoire du nazisme, c'est écrire une histoire du siècle, de la violence, de l'émotion politique, une histoire de l'Europe. C'est donc aussi dans ce cadre-là qu'ont été développés ces outils d'anthropologie sociale des émotions et des gestuels de violence. Dans cette histoire européenne du XXe siècle, qu'on en a éprouvé l'acuité et qu'on en a testé la validité. Nous écrivons désormais couramment cette histoire en ce qui concerne les conflits du 1er XXe siècle, de la guerre russo-japonaise jusqu'à la sidérante sortie de guerre en Europe de l'Est, étudiée au travers de l'exemple de Zamość, en passant bien sûr par la Grande Guerre et le théâtre pacifique de la Seconde Guerre mondiale. Les spécialistes du 1er XXe siècle ont été ici rejoints par ceux des conflits de décolonisation, Indochine, Vietnam, Algérie, et nous avons fait porter par ailleurs notre regard sur la Yougoslavie, le Rwanda, la Tchétchénie, l'Irak de 1991 à nos jours, l'Afghanistan post-2001. Avec les mêmes outils, avec les mêmes regards, mais toujours avec le souci d'historiciser, de contextualiser, de rendre leur singularité aux séquences étudiées. Et l'on sent bien, au travers de ces exemples, que les temps sont venus de l'élargissement des horizons, désormais armés de ces outils. Je voudrais donner un exemple des potentialités et des richesses de cet élargissement. En prolongeant l'étude, par exemple, en termes d'expérience de guerre, je crois qu'il est possible de relire l'histoire longue de la guerre au cours du siècle en Europe, en étudiant, par exemple, la présence de la guerre après la guerre dans des sociétés marquées par les conflits. On en a bien vu, au travers de l'exemple nazi, la présence de la Grande Guerre, ça hantise même dans la société allemande. Il faut désormais faire porter ce type de regard sur d'autres conflits. Raphaël Branche, par exemple, a bien montré que la guerre d'Algérie avait été présentée dans l'armée française comme une guerre à dimension raciale. Quelle trace a-t-elle laissé chez les 1,2 million de vétérans de cette guerre? Et quelle trace a laissé ce discours dans la société française après 1962? Comment faire porter la même question sur le contingent soviétique d'anciens de l'Afghanistan, sur la société en crise, la société russe et soviétique en crise des années 1980? La même guerre, cette guerre en Afghanistan, génère autre part d'autres vétérans, en Algérie notamment. Et les Afghanis qui rentrent en 1990 dans l'Algérie en crise, y ramènent une autre présence de la guerre, une présence qui, 2 années plus tard, précipite le pays dans une atroce guerre civile. Ce type d'élargissement, je le promeus désormais dans un grand projet nécessitant l'alliance entre les spécialistes du politique, des émotions et des violences de l'Europe, tant occidentale qu'orientale, avec ceux des mondes arabes, turcs et persans, pour tenter de regarder en face, armés de ces outils-là, les grands défis du temps présent. Ce projet s'appelle 1979, l'émigration de l'espérance. L'hypothèse fondamentale en est que l'examen des chronologies intérieures d'un groupe non négligeable de pays révèle autour des années 70 du XXe siècle comme une respiration commune. 3 groupes de pays, 3 grands types de sociétés au moins sont concernés. Les démocraties populaires européennes et soviétiques qui deviennent post-transitionnelles après 1989, les principaux États dits nationalistes ou socialistes issus des luttes de décolonisation, notamment dans le monde arabo-persan, Israël compris, et enfin les États-providence européens occidentaux. Le projet voudrait tenter de vérifier si ces 3 grands groupes de pays, qui ne se meuvent pas dans les mêmes cadres macroéconomiques, ont des évolutions dont la similarité s'observe en premier lieu dans une simultanéité qu'il conviendra d'explorer. Ces 3 grands types de groupes de pays et de sociétés, après une phase d'expansion et de structuration, sont soumis au même moment, les années 70, à une constellation critique composée d'une crise économique profonde et structurelle qui combine inflation et stagnation et mutations
profonde des appareils productifs, crise des systèmes de distribution et de consommation et dysfonctionnement de plus en plus manifeste des fonctions régulatrices et organisatrices des États concernés. À ce premier ensemble nouménal s'ajoute, et la question de l'articulation de ces deux dimensions est cruciale, l'essor de modèles de contestation de leur existence, se présentant à tout le moins partiellement comme des alternatives politiques, fondées notamment sur la remise en cause de leur caractère laïque, athée ou sécularisé, et surtout sans doute de la charpente des horizons d'attente qui les structuraient. Ce qui subit la crise à ce moment-là, c'est un ensemble de paradigmes dont l'origine gît dans la séquence paroxystique commencée en 1914 et qui dessine un modèle occidental dégradé, approprié et amendé de gestion des biens, des hommes et des informations. Fondés sur des techniques de gestion et de régulation de masse forgées durant les deux conflits mondiaux, ces systèmes ont par ailleurs en commun une assise idéologique porteuse d'une espérance sécularisée, partagée par le plus grand nombre et assignée au futur de ces sociétés. Faite d'une perspective à venir d'abondance, de fraternité, de bien-être, cette espérance semble entrer en crise, souvent avant même que les indicateurs économiques ne révèlent les béances du système. Ce projet de recherche voudrait mettre le doigt tout à la fois sur ce qui se brise et sur ce qui y brise. Inexorablement, un filet ténu de vacuité envahit progressivement acteurs, pratiques, créations et imaginaires à partir des années 70. Les souffles utopiques et les grandes espérances nées entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les décolonisations s'estompent et semblent progressivement se glacer sous l'action de ce vide. Et il est à supposer qu'alors, l'espérance circule, qu'elle migre, qu'elle part progressivement peupler et irriguer d'autres systèmes de croyances et d'autres projets politiques, se présentant assez rapidement comme des alternatives à ces régimes dont il est cependant si difficile de diagnostiquer l'entrée en crise tant leur juvénilité frappe alors. Il y a 38 ans, désormais, en 1979, c'est l'hypothèse que l'on forme, apparaît un panoptique de cet état de fait. L'observateur un peu moins européanocentrique à l'accoutumée constate à notre sens effectivement les signes de l'entrée en crise dans les années 70 des grands systèmes socialistes maghrébins et moyen-orientaux, Syrie, Irak, Israël, Liban, Algérie, Libye, Tunisie et probablement arabique et persan. On peut donc voir dans 1979 le premier observatoire d'une évolution encore en cours en 2017. Par-delà les grandes diversités locales, les principaux symptômes en sont les premiers signes de crise structurelle qui touchent les appareils productifs. Au hasard, l'échec de la réforme agraire et l'essor de la dépendance alimentaire pour le cas de l'Algérie. Les mutations des systèmes de gouvernance en Syrie et en Irak, voire de précoces grands séismes événementiels comme le déclenchement de la guerre en Irak subséquent à cette révolution islamique surgissante ou comme la prise de la grande mosquée de la Mecque par des éléments sunnites messianiques. 1979 semble bien constituer un point d'observation de ce qui survient comme de ce qui expire, de ce vide qui envahit les consciences comme de l'espérance de l'advention divine qui naît ailleurs. Alors, juxtaposer les grèves des chantiers Lénine à Gdansk avec la révolution islamique iranienne ou avec les premières manifestations des frères musulmans en Syrie ne doit pas égarer l'observateur. Il s'agit simplement de prendre la mesure de la montée d'une contestation religieusement fondée dans les différents types de projets émancipateurs post-conflit. 6 mois avant la mort de Tito, au moment où l'URSS envahit l'Afghanistan, où surgit la révolution islamique, vainqueur tout à la fois du Shah et des communistes iraniens, au moment encore où les millénaristes sunnites occupent donc, comme je viens de le dire, la grande mosquée de la Mecque, et où les régimes socialistes arabes se tournent de plus en plus ouvertement vers une autocratie qui semble constituer une variante locale de la glaciation brejnevienne, partout, l'espérance de l'advention du royaume commence à poindre et semble prendre le pas sur l'espérance, désormais de plus en plus vidée de sa substance, de la survenue ici-bas d'une société idéale. Mener à bien ce projet, qui dépasse la perspective européenne jusqu'ici adoptée, implique de différencier 4 principaux axes de recherche. D'une part, il s'agit d'affermir, de prouver, de nuancer ou d'illustrer, en mettant au jour des indicateurs, les uns quantitatifs, les autres qualitatifs, le fait que ces sociétés apparemment si disparates ont des évolutions communes, contemporaines et analogues. Qu'il existe une synchronie d'évolution et peut-être de destin, qu'il convient en premier lieu de mettre au jour et d'illustrer, et dont il faudrait tenter de comprendre l'existence, bien convaincus que nous sommes qu'il ne se résume pas à un système d'échange de biens et de services dont nous ne perdons cependant pas de vue, qu'il commence alors à se globaliser. Il s'agit bien de vérifier ici que les sociétés concernées respirent au même rythme et peut-être même ensemble. Ce qui signifierait qu'on pourrait accepter l'existence d'une conjoncture ni seulement économique et sociale, ni uniquement politique et culturelle, qui décrirait des trends dont la périodicité devrait être étudiée. En second lieu, il s'agit de tenter de décrire les mécanismes économiques, sociaux, culturels et politiques rendant compte du processus d'obscurcissement du sens, de déliaison des acteurs vis-à-vis des systèmes de production des horizons d'attente nés, réactualisés ou reforgés dans les guerres mondiales ou de libération coloniale. Il faut
faire l'histoire de la glaciation de l'espérance de l'ici-bas. Il s'agira logiquement, dans certains cadres nationaux judicieusement choisis, d'observer le fonctionnement et l'évolution de ces institutions qui font ou faisaient le cœur du projet de bien-être et de lien social et qui construisaient cet horizon de bonheur qui entre en crise et est progressivement concurrencé par la perspective de survenue des parousies religieuses. Hôpitaux, systèmes d'assistance et de lutte contre la pauvreté, d'indemnisation des chômages, d'assurance sociale, systèmes scolaires et projets éducatifs, mais aussi gestion des terres à bouffe et fondation WACF, réforme agraire et contrôle des prélèvements, système de redistribution, association d'usagers et de dialogue social. Il va s'agir de comprendre ce qui les grippe et le désinvestissement de leur signification. En troisième lieu, il s'agit d'étudier dans un même souffle individus, groupes sociaux, organisations et systèmes de croyances qui s'élancent à l'assaut des systèmes que nous voyons ici entrer en crise. Essayez ainsi de comprendre cette migration de l'espérance, les acteurs qui la prennent en charge à tout le moins momentanément. Ici, les études d'organisation confessionnelle, d'institutions du lien social dans le cadre religieux, de fondations et d'assistance, d'ONG, d'émergence d'acteurs nouveaux dans les sociétés civiles concernées pourront permettre de rendre compte de cette migration de l'espérance dont nous voyons les prodromes dans les années 70 et qui bat son plein en ce premier quart du XXIe siècle, qui sans doute pas moins paroxystique que ce XXe siècle que les acteurs semblaient heureux d'enfin pouvoir quitter. Face à cette montée apparemment inexorable de l'impuissance à juguler crises et oppositions socio-économiques, il s'agira d'étudier les répertoires d'action construits par les différents protagonistes en interaction les uns avec les autres pour reconstituer les pratiques de violence de ce dernier demi-siècle. Violence d'État, recours à la torture et à la pratique de la disparition, répression belligérante des manifestations d'opposition, théorisation et mise en pratique des formes d'attentats terroristes, détournements, prise d'otages, assassinats, égorgements, décapitations, pratique de l'attentat suicide, réversion des liens familiaux, sociaux et affectifs dans la violence, sont autant d'objets symptômes d'une longue histoire dont nous voyons aujourd'hui les linéaments douloureux dans cette large communauté de destin qui va d'Ouessant à Kaboul, de Saint-Pétersbourg à Damas, Alep et Bagdad, et du sud marocain et algérien au cercle polaire arctique, en passant, on le sait désormais tragiquement, par le canal Saint-Martin et le Bataclan. Être historien des émotions sociales et de la violence, c'est affronter les paroxysmes du temps présent. Je vous remercie de votre attention. On a quelques hésitations à vous applaudir, à vous remercier, oui, mais à vous applaudir, étant donné la gravité des faits dont vous avez parlé. On doit surtout, je pense, vous remercier du formidable travail qui était le vôtre, d'aider à recomprendre de façon nouvelle, à partir justement de tous ces documents rassemblés à partir des actions de base, de ce qu'a été les conditions de cette utopie nazie avec sa frénésie et le cortège de morts terribles qu'elle a entraîné. Mais je souhaiterais que vos livres sont disponibles pour tout le monde. L'exposé que vous avez fait au pas de charge à certains moments sera disponible sur le site du collège, sur les pages de ma chaire. Donc chacun d'entre vous ici pourra méditer et relire à son rythme, si je puis dire, ce texte. Mais la richesse de votre matériau, elle est exposée rapidement ce matin, elle est exposée beaucoup plus longuement dans vos livres, elle est là. Et je voudrais vous inviter à un dialogue sur davantage les conditions de conceptualisation, disons, de ces problèmes de violence. Votre travail est un travail qui amène à réfléchir la violence nazie et, à partir de cette violence, à essayer de resituer, de reconceptualiser les violences contemporaines. Il m'a semblé que dans votre exposé, il y avait au fond 3 catégories peut-être différentes de violences auxquelles il était fait référence. Il y a d'abord ce qu'on peut appeler, en reprenant une expression fameuse, les utopies meurtrières. Utopie meurtrière, ça a d'ailleurs été le titre d'un ouvrage consacré au génocide cambodgien. Les utopies meurtrières, elles se sont menées généralement
sous deux bannières, sous la bannière de la régénération, c'est-à-dire de l'homme nouveau. À ce moment-là, ce sont les utopies meurtrières, effectivement, d'Union soviétique ou celles du Cambodge, auxquelles on peut penser, où ces utopies meurtrières, elles ont été celles de la pureté, en quelque sorte, de la race, de la lignée. Et là, bien sûr, c'est l'utopie nazie à laquelle on peut immédiatement songer. Donc, il y a cette catégorie d'utopie meurtrière. Mais il y a une deuxième catégorie qui est, me semble-t-il, distincte. C'est celle des pulsions exterminatrices. Vous avez fait votre thèse avec Stéphane Audouin-Rousseau, qui, avec Annette Becker, a fait ce livre très intéressant qui s'appelait « Retrouver la guerre » à partir de 14-18, et il faisait l'hypothèse que ce qu'il y avait de nouveau dans ce conflit, c'est le fait que la naissance de l'idée de nation, qui est indissociable de ce moment militaire, entraînait un rapport différent au combat et à la guerre. Que la guerre n'était plus simplement une histoire de conquête, voire une histoire de conquête de professionnels, en plus, loin de la société, mais que la guerre, elle était d'une certaine façon, pour reprendre l'expression que vous avez prononcée, celle du rapport entre eux et nous. Que la guerre, elle était l'élément qui allait être décisif dans l'histoire constitutive de la nation. Donc là, on a un deuxième type de violence meurtrière, de violence terrible, mais qui ne va pas forcément de pair avec l'utopie meurtrière. La guerre de 14-18 a été certainement un bon exemple de cette pulsion exterminatrice, mais qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'utopie telle que vous en avez essentiellement parlé avec les nazis. Vous avez fait référence aussi au livre classique et magnifique Les guerriers de Dieu de Crouzet. Crouzet, sa vision des guerres de religion, c'est un petit peu, je dirais, l'équivalent de ce qu'a fait Stéphane Audouin-Rousseau pour la guerre de 14-18, d'un certain point de vue. Mais là, ça n'est plus la nation, c'est la religion qui est l'élément décisif pour décider cette distinction entre eux et nous, et ce qui menace fondamentalement l'identité. Donc on pourrait dire que la pulsion exterminatrice, elle est liée à l'idée que quelque chose peut menacer radicalement l'identité. Alors dans l'utopie nazie, vous l'avez bien montré, il y avait les deux, puisque vous avez montré comment, par exemple, des meurtres d'enfants étaient justifiés, rationalisés, en disant que c'était justement la menace de l'identité qui justifiait ces actes. Mais il y a aussi un troisième type de violence, qui est ce qu'on pourrait appeler, et vous avez fait référence à partir d'éléments de ce qu'on pourrait qualifier de violence démonstrative, c'est-à-dire le gouvernement par la terreur. Les gouvernements par la terreur, vous avez cité des pratiques de Daesh, mais vous avez fait aussi référence à des pratiques nazies. Si l'on prend ces trois catégories, utopie meurtrière, pulsion exterminatrice et violence démonstrative, de gouvernement par la terreur, il semble en effet que l'on peut dire que dans les pratiques du nazisme, il y a eu ces trois éléments d'un certain point de vue. Il y a eu le gouvernement par la terreur, vous en avez donné des terribles exemples, l'utopie meurtrière et la pulsion exterminatrice. Mais dans l'histoire, ces trois éléments ont pu être différenciés. Et donc, est-ce qu'on peut se contenter de parler des grandes violences ou des violences meurtrières? Est-ce qu'il ne faut pas faire une typologie de ces violences pour voir quelles sont celles qui, vous citiez tout à l'heure Jean Guilaine, le livre de Jean Guilaine, et vous citiez Pierre Clastres aussi. Dans le travail de Clastres les remarques de Clastres sur la guerre, Clastres montre bien que la guerre est importante parce qu'elle est à la fois le moment d'épreuve et le moment de ciment de la petite communauté. Donc là, ça n'est pas repousser ce qu'il y a quelqu'un ou un groupe extérieur, mais c'est extérieur et qui serait présent, mais c'est constituer en quelque sorte l'identité. Et donc si on veut faire une histoire des violences contemporaines, est-ce qu'on n'a pas intérêt à essayer de travailler, et là je donne comme ça quelques éléments indicatifs qui me sont venus à la tête en vous écoutant, mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à travailler sur un affinement en quelque sorte de la typologie de ce type de grande violence? Et peut-être que si nous nous posons la question aujourd'hui, c'est que nous avions le sentiment que nous étions sortis de ces grandes violences.
parce que vous citiez la guerre de la Yougoslavie, enfin les guerres de Yougoslavie, et ce qu'elles ont représenté dans l'imaginaire européen, ce qu'elles ont brisé en quelque sorte aussi, ça n'est pas parce qu'elles étaient pires que des choses qui ont existé avant, c'est qu'on pensait qu'elles étaient définitivement éradiquées. Donc ce que nous vivons, ça n'est pas tellement le neuf, mais c'est le ressurgissement d'un certain nombre de choses que l'on pensait improbables. Donc ma question est celle-là, vous citez dans vos notes, etc., vous citez bien sûr les travaux classiques de Georges Mosse sur la brutalisation des sociétés européennes à la guerre de 14, Audouin Rousseau qui était votre directeur de thèse, vous citez Crouzet, vous citez Jean Guilaine. Comment vous voyez qu'à partir de ces références et de l'expérience documentaire extraordinaire qui était la vôtre, parce que justement elle vous a amené à toucher de près tout un ensemble de figures qui peuvent être différenciées, comment on pourrait progresser justement pour aller vers une typologie et une conceptualisation affinée de ces phénomènes? Parce qu'il y a un continent que vous n'avez pas mentionné, sauf à partir du Rwanda. D'ailleurs, Audouin Rousseau a publié un livre très fort sur le Rwanda il y a quelques mois. Et on a l'impression qu'en Afrique aussi, ces différentes catégories, elles sont à l'œuvre aujourd'hui, de utopie exterminatrice, gouvernement par la terreur et pulsion exterminatrice. Donc, comment vous voyez, puisque vous appelez de vos voeux un travail pluridisciplinaire, après je vous poserai des questions sur la catégorie d'émotion. Mais comment vous voyez les conditions dans lesquelles on peut progresser dans la conceptualisation de ces éléments pour ne pas en rester, je dirais, une catégorie trop diffuse, simplement celle des violences meurtrières, disons pour faire vite. Alors, je vous remercie de cette question. Ce qui me paraît extrêmement intéressant dans ce que vous avez esquissé de ces trois catégories, c'est que, en gros, les utopies meurtrières viennent d'un processus qui est un processus d'histoire culturelle de biologisation des consciences. À partir de la révolution scientifique, la révolution pastorienne, les sociétés européennes ont commencé à voir entrer dans leurs univers la question de la biologie et la question de la race, etc. Donc la diffusion de ces catégories a joué un rôle fondamental, me semble-t-il, dans les processus de catégorisation de population, etc. En deuxième lieu, à la même période, on a évidemment la montée des éveils nationalistes, et donc la pulsion exterminatrice, comme vous le dites, c'est la pulsion de protection des communautés. Et en troisième lieu, le gouvernement par la terreur, c'est aussi la montée de l'État à ce moment-là. Et en gros, votre triple typologie, votre typologie en trois parties, elle nous montre ce que la modernité a fait aux pratiques de violence, et elle ouvre effectivement sur une chose. Et donc, ce qui est intéressant dans cette affaire, me semble-t-il, c'est l'articulation des trois choses. Évidemment que ces trois axes de recherche, ces trois types de lecture de la violence, elles vont nous servir. Cela dit, je pense que la question de la typologie est certes nécessaire pour arriver à classer les conflits, mais qu'elle est plus intéressante dans cette question-là, elle est plus intéressante quand il s'agit d'entrer dans les conflits pour en mettre en place une analyse. La question du classement, la question du classement est une stratégie heuristique qui a certes sa validité, mais il me semble que ce qui est le plus intéressant dans les trois catégories que vous avez définies, c'est leur fonction pour nous aider à comprendre et à regarder les ressorts de ces conflits-là. Ensuite, la typologie, eh bien, il y a quand même un certain nombre de travaux de sciences politiques et de sociologie qui fait ça. Vous avez aussi des gens autour des Hegeliens, d'Abraham de Swann qui met en place des outils, et on a une constellation d'outils qui nous permet de rentrer dans l'analyse des conflits. Après, la question est de savoir si on veut en faire un grand récit, si on veut essayer d'en comprendre les évolutions. Et ça, je pense que c'est un des travaux qu'il faut essayer de mettre en place et sur lequel j'ai plus de questions que de réponses. Aujourd'hui, on voit bien comment ce gouvernement par la terreur ou cette pulsion exterminatrice, elle est présente dans le monde contemporain. Les utopies meurtrières, en revanche, cette
catégorie d'utopie, la meurtrière, elle est peut-être moins présente, non? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je pense qu'on peut relire d'un côté tous les discours qui sont ceux, par exemple, du Hutu Power, juste avant le Rwanda, sur la question, la question de l'idéal de la pureté, et dans le même temps, toute la question du terrorisme islamiste, et notamment autour de Daesh, est flanquée d'espérances millénaristes, de l'idée que va venir le temps du combat décisif contre les forces du mal, que ce combat doit avoir lieu en Syrie. Et donc on a cette utopie meurtrière qui est ici. On a ces violences d'advention du royaume qui, me semble-t-il, sont extrêmement présentes. Merci de vos réponses. Je voudrais en venir maintenant à la catégorie que vous avez utilisée à plusieurs reprises dans votre exposé, des émotions, la nécessité d'une analyse avec les émotions. Pierre Asner avait publié il n'y a pas longtemps un livre qui s'appelle « Le retour des passions ». Et effectivement, on voit bien comment toute la philosophie morale, par exemple traditionnelle, était une philosophie qui était une philosophie des affects, qui était une philosophie des émotions, qui était une philosophie des passions. Regardons le rôle qu'a eu, par exemple, la philosophie de la colère en philosophie morale. En philosophie politique, il y a aussi tout le travail qui a consisté à considérer qu'à côté des intérêts existaient des convenances, des habitudes, tout un ensemble de faits d'ordre culturel. Et est-ce que ce que nous vivons là aujourd'hui, justement, ça n'est pas là aussi l'effondrement d'un monde que l'on pensait pouvoir simplement être guidé par les intérêts et la raison? Et si c'est cela, je dirais que ça n'est pas très nouveau non plus. Donc si ça n'est pas très nouveau non plus, il faut peut-être revenir à toutes les philosophies et les théories classiques. Aujourd'hui est en train d'être publié une histoire des émotions. Mais est-ce que le mot émotion, là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on l'utilise beaucoup comme une sorte de mot très générique, mais qui couvre là aussi des choses extrêmement différentes. Donc est-ce que cette catégorie, là aussi, ne devrait pas être en quelque sorte, pour être en quelque sorte véritablement utilisable, à être déclinée, à être précisée, et là aussi à être conceptualisé en opérant un certain nombre de distinctions? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que, d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'émotion soit une catégorie. Je pense qu'on devrait pouvoir, en effet, revenir à des concepts comme celui d'affect, celui de passion, celui de sentiment, la question de l'angoisse, la question de la ferveur, bref, des catégories qu'on subsume à l'heure actuelle, faute de mieux, sous le terme d'émotion, mais qui sont des catégories qu'il faut apprendre à soigneusement différencier et qu'il faut apprendre à saisir avec des outils issus de disciplines qui sont différents. Il y a des outils de psychologie sociale, même si c'est pas tellement mon truc, mais la question de l'utilisation de la psychanalyse dans les enquêtes historiques, elle se nourrit de cette question des affects et des sentiments. Et je pense que, en effet, vous avez raison, la question de l'histoire des émotions, elle doit mettre en place un affinement des catégories le plus important possible. Et si vous voulez, le problème, c'est de savoir d'où est né ce retour vers les émotions que j'ai observé dans mon historiographie, si vous voulez. Le problème est que la première vague d'historiographie du nazisme qui s'est mise en place, qu'on appelle la vague intentionnaliste, elle est à la fois subjuguée par l'immense trauma qu'a constitué ce qu'on appelle la catastrophe civilisationnelle allemande, et elle a essayé de comprendre ce qui était en train de se passer en se servant de l'idéologie, mais avec un regard relativement froid sur l'idéologie. La deuxième vague, pour réagir à cette première vague, qui s'appelle la vague fonctionnaliste, a totalement évacué toute la question de l'idéologie et s'est mise à travailler en termes de rationalité instrumentale. Et c'est en essayant de mettre en place une synthèse des impensés des deux vagues qu'a commencé à se mettre en place l'idée d'une histoire sociale des émotions, c'est-à-dire non pas une histoire des idées, mais une histoire de ce que les idées génèrent en termes d'affect. Et je pense que c'est
ce début-là de travail nécessite encore un approfondissement pour comprendre quelle est la différence entre un sentiment, un affect, une angoisse, une peur, une terreur, etc., etc. Ici, il y a eu les enseignements de Jon Elster, et Jon Elster, dans sa critique de l'Homo economicus, justement, donc était une critique, je dirais simplement, d'une explication des comportements humains par la catégorie de l'intérêt, a bien montré comment d'autres éléments pouvaient être compris d'une façon rationnelle aussi, mais rationalisés, par exemple, le fait qu'une angoisse, c'est une forme de rapport à l'avenir qui est non compris, qu'une vision complotiste, c'est une manière de comprendre le monde qui laisse en panne, en désarroi, et donc qui amène à reconstruire des rationalités imaginaires. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a tout de même beaucoup de choses qui existent en sciences sociales et qui n'ont été que très incomplètement sur ce terrain précisément, à la fois en sciences sociales et en philosophie morale, et qui n'ont été que très incomplètement utilisées en histoire, j'ai le sentiment. Oui, je pense que vous avez raison, même si je vous avoue que je ne suis pas un expert de philosophie morale, mais on a en plus l'impression, si vous voulez, que les historiens du nazisme, en tout cas, ont très souvent une vision un peu surplombante et une vision en extériorité de ce qui était en train de se passer et présupposer une sorte d'irrationalité absolue de l'idéologique et du monde des imaginaires, et que les éléments qui avaient la plus grande puissance explicatrice étaient des rationalités instrumentales totalement désaffectées et des mécaniques institutionnelles qui étaient basées sur des motivations liées au carriérisme, à la culture curiale, etc. etc. Et donc, oui, en effet, la question de la réarticulation du monde des affects et des dynamiques étatiques, elle est importante, mais je pense qu'il faut qu'elle se fasse véritablement en entrant dans les énoncés des acteurs, en essayant de les comprendre de l'intérieur et pas trop en externalité, parce que dans ce cas-là, on présuppose l'existence de rationalités qui sont extérieures au système et on n'arrive pas à comprendre ses cohérences internes. Il y a une question qui me brûle les lèvres, c'est que vous avez fait un travail sur archives absolument formidable dans vos différents livres. Quelle a été la réception de vos travaux en Allemagne et comment vous définiriez la communauté scientifique de ce renouveau des études sur le nazisme? Qu'en est-il aux États-Unis? Qu'en est-il dans d'autres pays européens et en Allemagne, bien sûr? C'est une question difficile que vous posez parce qu'il faut se représenter l'historiographie du nazisme comme une immense armée. Tous les ans, c'est 1000 articles, une centaine de livres qui sortent, et les Allemands ne sont pas francophones. Les Américains le sont à peine plus, et donc les travaux de tous les historiens français, moi comme les autres, sont des travaux qui sont relativement peu reçus. On a chacun nos groupes historiographiques avec lesquels on travaille. Je travaille avec des gens à Berlin, je travaille avec des gens à Stuttgart, mais hors de cela, il y a je ne peux même pas dire qu'il y a un succès d'estime, on est complètement perdu. J'ai vu que vous étiez traduit en pas mal de langues, oui. Vous êtes traduit en allemand. Oui, j'ai un livre traduit en allemand, oui, oui. Bon. Et qui a été relativement bien reçu, qui a été traduit avec une édition de poche gratuite. Les Allemands ont en place un système dans lequel ils distribuent des livres aux étudiants et aux enseignants, et ce livre en fait partie, donc, ce qui montre que bon, il a été toléré par les Allemands, dirais-je. Pour le reste, si vous voulez, en France, on est une petite dizaine d'historiens du nazisme, et sur cette petite dizaine, et à comparer, si vous voulez, aux centaines d'étudiants, enfin de docteurs américains qui travaillent là-dessus, et aux centaines d'autres docteurs allemands et israéliens, on est une goutte dans un océan, et une goutte qui n'est pas très très repérée. Et par rapport aux historiens proprement de la Shoah, quel a été le rapport de travail avec eux? Moi, j'ai travaillé pas mal avec Christopher Browning, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup et avec lequel on a échangé pas mal de travaux, pas mal d'idées, je veux dire. C'est quelqu'un qui est extraordinaire. Il est très accueillant, donc peu importe qui on est, il accepte de discuter. Et on a eu un petit échange justement sur cette question des affects, parce que lui passe par des outils qui sont des outils très externalistes, de la psychologie sociale, Milgram, etc., etc. Et moi,
je pense que cet outil-là laisse de côté un certain nombre de sources, et donc on a eu un échange là-dessus. Et voilà, donc moi j'ai travaillé avec lui, j'ai travaillé avec Ulrich Herbert aussi, qui est un des chefs de file de cette troisième génération de fonctionnalistes, qui a fait une grande biographie de Werner Best, un nazi, c'est sorti en français d'ailleurs, un nazi de l'ombre. Et puis évidemment, avec les gens de ma génération, j'ai des rapports cordiaux, ils me lisent d'une oreille distraite. Et puis voilà. Et vous lire d'une oreille distraite, pour reprendre cette expression un peu bizarre, c'est quelque chose qui n'est pas facile, parce que tant sont prégnantes et dur à lire parfois les pages qui sont les vôtres. En sciences politiques, il y a aussi le travail de Jacques Semelin, Purifier et détruire. Oui, Purifier et détruire, c'est un livre intéressant, mais encore une fois, vous allez trouver, je reviens toujours à la même chose. Jacques Semelin est quelqu'un qui vient de la psychologie sociale et qui met en place une histoire qu'on pourrait dire nomothétique, c'est-à-dire qu'il crée un cadre conceptuel et après, il va voir les énoncés des acteurs. Et moi, je pense que le mieux, c'est de faire comme un anthropologue et d'abord d'aller faire un peu alors, j'ai pas envie de faire de l'observation participante, faut quand même pas exagérer. On ne le souhaite pas. Mais il faut d'abord partir des dires des acteurs pour ensuite voir comment on peut articuler un univers conceptuel. Merci. Et je voudrais terminer par une dernière question concernant votre conclusion, justement, votre projet sur 1979, sur les bouleversements du monde contemporain. Et j'aurais deux questions très simples à vous poser. La première, on parle couramment de basculement des années 70 pour différentes raisons. Et tout d'abord, une raison tout simplement économique, c'est que dans l'espace européen, en tout cas, c'est la fin des 30 Glorieuses. Mais donc, ce moment des années 70 a souvent été considéré dans les livres d'histoire d'une façon générale. Mais pourquoi 1979 en particulier? Donc, c'est la première question que je vous poserai. Et la deuxième, c'est, au fond, l'étude de ce basculement, c'est une réflexion très, très générale sur un basculement qu'on peut dire de la modernité en général. Et il va même très au-delà des aires géographiques que vous mentionnez, à savoir l'ère européenne et l'ère du Moyen-Orient, arabo-persane en général. Donc, pourquoi avoir mis ce moment 1979, si je puis dire, en avant, et pourquoi avoir, si votre travail sur la violence vous conduit à une réflexion générale sur les mutations du monde moderne, pourquoi avoir fait le choix de ces deux aires géographiques en particulier? Alors, je ne suis pas un fétichiste des dates. 1979, pour moi, c'est simplement, ça n'a aucune puissance explicative, c'est un point d'observation d'une évolution qui est complexe et qui se résume évidemment pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1979? Donnez un exemple. Je vous l'ai dit, la guerre Iran-Irak, la révolution islamique, la prise de la grande mosquée de la Mecque par les millénaristes. Et en Europe? Et en Europe, les chantiers Lénine, par exemple. Les grandes grèves du chantier Lénine, la mort de Tito. Oui, c'est vrai. Bon, il y a ces événements-là, mais on peut dire que un peu plus tôt, il y avait l'élection de François Mitterrand, où il y avait quantité d'autres éléments. Bien sûr. Il y a le sentiment un petit peu que c'est un peu... Et ça n'est qu'un point d'observation, c'est-à-dire qu'effectivement, 1979 fonctionne beaucoup mieux dans l'ère sud-méditerranéenne que dans le Nord. Mais il y a quand même... On le voit très bien, il y a quand même des choses qui se mettent en place à ce moment-là qui sont assez significatives. Je vais juste vous donner un exemple pour vous faire sourire. En 1979 sort Starmania. Vous voyez, cet opéra rock. Et oui, mais à Starmania, il y a une chanson qui fait « Il n'y a plus d'avenir sur la Terre, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Y a-t-il quelqu'un dans l'univers qui puisse répondre à nos questions, à nos prières ?» 2 ans avant, il y avait The Wall des Pink Floyd. Et les punks qui disent nos futurs. Voilà. Bon, écoutez, c'est bien. On a eu un exposé tout de même avec des réalités parfois dures à entendre, et c'est bien de terminer avec de la musique pop.